Michael Schumacher, toujours en mal de victoire, 42 points. 5e, Ricardo Patrese, le deuxième pilote de l'écurie Benetton, termine bien la saison, 20 points. 6e ex aequo, Martin Brundle et Johnny Herbert, 11 points. 8e, ils sont 3, Mark Blundell avec l'autre Ligier et les deux pilotes Ferrari, Gerhard Berger et Jean Alesi, le talent enfin récompensé. 11e, Michael Andretti, 7 points. 12e, Christian Fittipaldi, qui revient de loin. Gigi Leto et Karl Wendlinger, 5 points pour les 3 pilotes. 15e, Derek Warwick, 4 points. 16e, Fabricio Barbaza et Philippe Alliot, 2 points. 18e, ils sont 2 désormais à fermer la marche, Alessandro Zanardi et Eric Comas, 1 point. Deuxième ligne, Mika Häkkinen et Ayrton Senna. Troisième ligne, Jean Alesi, Michael Schumacher. Quatrième ligne, Ricardo Patrese et Gerhard Berger. Cinquième ligne, Derek Warwick et Mark Blundell. Sixième ligne, Martin Brundle et Gigi Leto. Septième ligne, Karl Wendlinger et Johnny Herbert. Huitième ligne, Rubens Barrichello et Aguri Suzuki. Neuvième ligne, Andrea De Cesaris et Pedro Lamy. Dixième ligne, Pierluigi Martini et Philippe Alliot. Onzième ligne, Ukyo Katayama et Eric Comas. Douzième ligne, Emanuele Naspetti et Christian Fittipaldi. Treizième ligne, Michele Alboreto et Luca Badoer. Record de la piste, Damon Hill en 1:11.494 à 219,039 de moyenne. Bonjour et bienvenue à Estoril pour un Grand Prix de Formule 1 qui devrait en principe être tout à fait historique. Et justement au sujet de l'historique, Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands et vous avez un élément très important à nous donner. Absolument Jean-Louis, on vous a dit tout à l'heure avec Alain avant le départ qu'il prenait sa voiture de réserve parce qu'il avait eu des petites inquiétudes pendant le warm-up ce matin, les derniers essais libres. Eh bien lors du tour de formation, avant de se mettre sur l'après-grille, il a entendu un petit bruit anormal. En tout cas vous savez qu'Alain est très nerveux pour l'instant, on le serait à moins avec le terrible enjeu qui pèse sur ses épaules ici à Estoril. Il n'a pas voulu prendre le moindre risque. Il y a eu un petit doute, un bruit mécanique, enfin toujours est-il qu'il est revenu prendre sa voiture de course, celle qui était prévue initialement pour la course, et il s'était lancé, il est venu retrouver sa place sur la grille de départ avec cette voiture de course accidentée hier après-midi, vous le savez, et qui ne lui avait pas donné totale satisfaction ce matin. Merci Pierre. Alors nous vous rappelons que nous sommes à côté de Lisbonne au Portugal, à une vingtaine de kilomètres. Lisbonne qui a été le centre du monde puisque c'est d'ici que sont partis les navigateurs qui ont découvert le monde, et aujourd'hui il va peut-être partir ce navigateur là et qui va lui faire le tour du monde, mais en un seul Grand Prix, Jean-Louis, et pour la 4e fois. Oui, alors rappelez-vous une toute petite précision, cette voiture de course c'était depuis Manicourt le mulet. Au Grand Prix de France, Prost avait pris le mulet et il en avait fait sa voiture de course car il avait gagné à Manicourt, à Silverstone et à Hockenheim. Cette voiture de course il l'a cassée hier pendant les qualifications. On l'a vu, il est sorti assez sèchement de la route, alors que là il y a encore un problème. Mais attention, que je vois mieux, c'est Damon Hill, c'est le 0, et Damon Hill a perdu le bénéfice de sa pole position, et c'est encore un autre remolissement. J'en profite tout de suite pour revenir sur Alain Prost. Cette voiture de course qu'il a endommagée, c'est celle qu'il a trouvée ce matin au warm-up, qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas ni dans le domaine du châssis ni dans le domaine du moteur, et par conséquent il avait choisi de prendre le mulet. Et bien ce mulet ne marche pas, et donc Alain est revenu sur sa voiture de course, celle qui ne marche pas bien, celle dont le châssis est instable, celle dont le moteur ne fonctionnait pas bien, et Alain se retrouve maintenant par la force des choses en pole position, car vous le savez, le règlement est formel. Une fois qu'on n'a pas pris le départ du tour de mise en formation, eh bien on ne peut pas regagner sa place, on part derrière tout le monde, et vous voyez l'énervement de Damon Hill qui a fait cirer ses pneus de rage. Il vient de perdre le bénéfice de la 2e pole position de sa carrière. Alors pour remonter en tête de cette course, Damon Hill, il aura devant lui 71 tours du Grand Prix du Portugal.
Portugal, soit 308,850 km. Nous rappellerons que pour faire cette distance, pour l'instant, l'homme le plus rapide, il n'est d'ailleurs pas parmi eux, puisqu'il s'appelle Nigel Mansell. Et c'était en 92, il avait mis pour ses 71 tours 1h34 et 46 secondes, à la moyenne de 195,521 km/h. Circuit rapide, Jean-Louis? Oui, quand même, très rapide, très technique, très difficile et surtout très physique. S'il y a un plan rapproché d'Alain Prost, on verra qu'il a attaché son casque avec une sangle à son épaule. Une dernière précision sur Estoril, c'était le Grand Prix du Portugal l'an dernier, Ayrton Senna qui avait effectué le meilleur tour en course, mais Mansell avait mené la course de bout en bout. D'ailleurs, un petit rappel historique, alors que tout le monde va s'aligner sur la grille, sauf Desmonil tout là-bas dans le fond. Oui, Jean-Louis. Oui, remarquez Pierre, que tout le monde prend la bonne ligne et va au dernier moment pour se ranger. C'est ce que vient de faire Prost, car la bonne trajectoire, elle est là-bas à droite de votre écran. Une dernière précision, oui, sur les anciens vainqueurs. Prost a gagné en 84, 87 et 88. Mansell 3 fois également, 86, 90 et 92. Senna a gagné une fois en 85. Berger une fois en 89. Et Patrese une fois en 91. Pierre Van Vliet. Desmonil va partir en 26e position dans ce Grand Prix du Portugal. Il a calé, tout simplement. C'est ce que Bernard Duneau nous a précisé. Comme Alain Prost en Hongrie, comme quoi les embrayages de ces Williams-Renault sont particulièrement sensibles. Eh bien, je crois aussi, pardon Jean-Louis Bernardelli, de vous couper. Je crois aussi que la pression était dure sur les épaules de Desmonil. Tout à fait. Je voulais juste ajouter, vous savez qu'Alain Prost, très gentiment, en début d'année, nous avait fait le tableau des 16 circuits dans l'ordre de sa préférence. Estoril est en 3e position. C'est donc son 3e circuit préféré, derrière Francorchamps et Interlagos. Oui, voilà Desmonil qui se range. Donc, c'est le premier rebondissement avant même le départ de ce Grand Prix. Prost est donc en pole position maintenant à gauche avec sa droite Mika Hakkinen, et c'est le feu vert. Alors que Senna se roule derrière Mika Hakkinen, Prost a conservé légèrement l'intérieur. Et Prost a préféré ralentir, en tout cas lever le pied. Et c'est donc allez-y avec Mika Hakkinen et Ayrton Senna qui a pris la tête de ce Grand Prix. Et oui, par la force des choses. Ça, c'était formidable. Éric Bernard. Je crois que c'était d'ailleurs un petit peu à la limite en ce qui concerne Mika Hakkinen et Alain Prost, car on a vu que les roues étaient très proches de se toucher. Oui. Mika a fait ça à l'intimidation, et je pense que raisonnablement Alain a dû prendre sagement une bonne décision de plutôt lâcher le pied afin de ne pas compromettre sa course. Alors ce matin, on vous avait dans Automoto promis un départ absolument exceptionnel. Il l'a été. On a envisagé qu'il y ait aussi un très beau Grand Prix, alors que Senna vient de passer devant Mika Hakkinen, qui nous a dit tout à l'heure I want to win, I'm here for that. Et bien Mika Hakkinen est venu pour gagner, et pour l'instant il est très bien placé. Alors, un deuxième rebondissement après Desmonil qui a manqué le départ du tour de formation et qui est donc parti en 26e position. C'est donc Jean Alesi qui renoue, et c'est quand même assez rare, qui renoue avec la première place. En tout cas, il est le leader de ce premier tour du Grand Prix du Portugal. Vous aviez raison, Éric Bernard. Alain Prost a bien fait, car lui, il ne peut pas risquer un accrochage, il ne peut pas risquer l'abandon, car ce serait perdre pour l'instant le championnat du monde ici, alors qu'il souhaite bien évidemment le gagner. Par conséquent, il a fait la bonne manœuvre, il a été prudent, et il a maintenant une Benetton dans ses roues. Pour l'instant, il faut qu'il aille devant Senna. Desmonil, lui, il est loin derrière. Il faut qu'il aille devant Senna, Alain Prost, pour tenter de contrôler le titre mondial qu'il est en voie d'acquérir, le 4e titre qui sera l'enjeu de ce Grand Prix. Allez-y, toujours en tête. Avec Senna 6 dixièmes, Hakkinen à 5 dixièmes, Prost est 4e, Schumacher 5e, Berger 6e, Blundell 7e, Patrese 8e, Brundle 9e, Van Linger 10e, Warwick 11e, Leto 12e, Herbert 13e, Barrichello 14e, 15e, Lamy 16e, De Cesaris 17e, Suzuki 18e, Hill 19e, Martini 20e, Alliot. Alors on constate que la Ferrari de Jean glisse un petit peu façon de toute petite glissade. Le point intervient beaucoup là en début de Grand Prix, peut-être. Ah bah forcément, il part avec plus d'essence, son 12 cylindres consomme plus, n'est-ce pas Eric? Oui, je pense que Jean va devoir déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenir sa première place, surtout face aux V8 qui sont en chasse derrière lui, qui emportent beaucoup moins d'essence, donc qui vont beaucoup plus vite en ce début de course. Oui, et vous savez que ça a toujours été le jeu d'Ayrton Senna et de Michael Schumacher que de placer des voitures à moteur V8, donc légères en essence, pour profiter des premiers tours de course. Alors on est évidemment très content que Jean soit en tête de ce Grand Prix. On rappelle quand même que c'est un des pilotes les plus doués de sa génération, qu'il n'a hélas encore aujourd'hui jamais gagné un Grand Prix. Je viens de faire de la pub, allez-y. Tour de ce Grand Prix avec Jean Alesi
toujours en tête. Et Jean Alesi, il contrôle pour l'instant Ayrton Senna. Devinez comment? Eh bien, si il patiente un petit peu à la remise en vitesse en sortie de virage, eh bien Senna a du mal à réaccélérer. Et en revanche, dès qu'il y a un morceau de ligne droite ou dans cette grande parabolique où se trouve Senna en ce moment, eh bien Jean Alesi envoie la cavalerie de son V12 et là le V8 est probablement un peu juste pour le dépasser, n'est-ce pas Eric? Oui, d'autant que sur ce circuit d'Astoril, il faut savoir qu'il y a une grande courbe à la fin de la ligne droite et c'est jamais très propice pour pouvoir avoir de très beaux dépassements car il n'y a malheureusement qu'une seule trajectoire possible. Alors vous imaginez dans quelle ambiance ici on se trouve avec Jean Alesi en tête d'un Grand Prix. On n'avait pas vu cela, je crois, depuis le Grand Prix de Belgique 1991 et l'Avignonnais qui contrôle magnifiquement cette Ferrari et en même temps c'est un retour au premier plan, aux avant-postes de la Scuderia, ce qui est tout à fait bien pour satisfaire les amateurs de Formule 1 et nous vous savons nombreux, vous qui nous écoutez pratiquement tous les 15 jours en ce moment sur l'antenne de TF1. Le deuxième est toujours Senna, on est à bord de sa McLaren à moteur Ford. Le troisième est Hakkinen, le quatrième toujours Prost, Schumacher 5e, Berger 6e, Blundell 7e avec sa Ligier Renault, Patrese 8, Brundle 9, Vanlinger 10 et bien sûr il faut surveiller la remontée de Damon Hill. Il est cette fois en 14e position et ceux qui ferment la marche, eh bien ce sont Comas 21e, Katayama 22e, Badoer 23e, Naspetti 24e, Alboreto 25e, Fittipaldi 26e. Oui, on me fait remarquer que Senna est en train de se rapprocher, mais il faut quand même arriver au bout de cette ligne droite qui est l'une des plus longues de la saison, n'est-ce pas Eric? Oui, je pense aussi que Ayrton a choisi d'avoir une voiture qui a un tout petit peu plus d'appui aérodynamique, car on voit bien qu'il se rapproche dans les courbes de Jean Alesi et malheureusement le bénéfice n'est pas probant pour pouvoir le passer en ligne droite. Alors que Mika Hakkinen, qui est ici à l'image et qui aurait pu nous dire sur la ligne de départ I want to make the fastest lap, eh bien vient donc de battre le record du tour. N'y voyez peut-être, il n'y a pas du tout de chauvinisme d'ailleurs puisqu'il est finlandais. Nous adorons Mika Hakkinen, c'était clair je crois en ce qui nous concerne depuis le début de l'année. Vous ne pouvez pas savoir que nous sommes heureux, pardon, c'est l'émotion, qu'il soit enfin non seulement au volant d'une F1, mais quelle F1. Et il montre que c'est un vrai pilote. Alors que, comme nous l'avions prévu, nous vivons un Grand Prix du Portugal absolument somptueux, avec, imaginez, Alesi, Senna, Hakkinen, Prost, Schumacher et presque Berger. Non, Berger pas tout à fait encore, dans les mêmes 2 secondes. Alors que nous revenons ici sur Mika Hakkinen qui a décidé de ne pas s'en laisser compter. Mika Hakkinen qui a été l'acteur essentiel de ce départ du Grand Prix du Portugal. Il a essayé de le faire à l'intimidation avec Prost qui a été obligé, qui a résisté mais qui a quand même préféré oublier un accrochage éventuel et du coup c'est Senna mais surtout Alesi qui ont débordé à l'extérieur de cette grande courbe d'Estoril et c'est la raison pour laquelle Jeannot Alesi se retrouve en tête en ce moment de ce Grand Prix du Portugal dans le 7e tour. Eh bien, puisque vous venez un tout petit peu d'évoquer le classement, mon cher Jean-Louis, on va peut-être faire un premier jeu top position, si vous êtes prêts. Quand je dirai top, il faut savoir qui sont les 3 pilotes en tête de ce Grand Prix du Portugal. Attention, vous êtes prêts? Bravo. On le fera un petit peu plus tard, puisque ça vient d'apparaître à l'écran. Oui. El Realizadão du Portugal nous a fait ça le coup, excusez-nous, la région Paris. À Paris, on le fera un tout petit peu plus tard. Voilà. Je voulais simplement ajouter en ce qui concerne Hakkinen, on a fait un exposé historico-divin ce matin dans Automoto. Les Finlandais, quelle que soit leur spécialité, croient à quelque chose qui s'appelle le Sisu. Alors le Sisu, ça veut dire qu'ils ont la grâce divine avec eux, ça veut dire qu'ils ont la gagne en quelque sorte. Et aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis le début du week-end, il est manifeste que Monsieur Hakkinen, il a le Sisu. Alors ce qu'il faudra remarquer dans les images de caméra embarquées, eh bien c'est justement la différence de pilotage entre, allez-y sans doute, mais surtout à voiture égale, entre Senna et Hakkinen et bien sûr Prost, car le style n'est vraiment pas le même. Et on peut dire que Hakkinen a une manière pour rentrer dans les virages qui lui est tout à fait personnelle. Oui,
c'est bien lui qui sera le héros de ces futures années de Grand Prix avec Schumacher et Alesi. Ce même Schumacher qui est en train maintenant d'essayer de mordiller la boîte de vitesse d'Alain Prost. Mais Alain Prost, à mon avis, il a une bonne raison de rester à l'endroit où il se trouve. Premièrement, sa voiture n'est peut-être pas aussi performante qu'on le croit, ça c'est une chose. Et deuxièmement, ça permet ça à Alain, ce rythme derrière, là-bas, et bien d'économiser peut-être un tout petit peu ses pneumatiques, Eric. Oui, je crois que c'est une sage décision. Ça va être un Grand Prix et comme toujours à Estoril, c'est un enchaînement de virages en toute continuité. Donc c'est très difficile pour les pneumatiques. Et je pense que cette course va une fois de plus jouer à l'usure et aux pneumatiques. Alors vous faites bien d'en parler. L'usure, il y a aussi celle des bonhommes. Et là, quand on voit qu'un lascar comme Alain Prost attache son casque, eh bien on se demande ce qu'il peut arriver à Mika, car Mika Häkkinen, il n'a pas la résistance, la robustesse de ce vieux chêne que l'on voit en ce moment à l'image. Vous voulez dire que dans la F1, ça serait des histoires de coups? Oui, exactement. Voilà. Bon. Ça. Alors, on a vu tout à l'heure brièvement que Damon Hill vient de battre le record du tour. Les jeunes sont au pouvoir en ce début de Grand Prix. Damon Hill qui remonte toujours et qui est en 11e position. Bon, j'espère que le réalisateur portugais va pas nous faire deux fois le même coup. On refait un petit jeu top position. Vous êtes prêts? Vos crayons, vos papiers. Attention, top! Ah, quel peloton formidable, alors qu'il lui est déjà revenu avec la hargne et peut-être la gagne en 10e place, et que la Williams Renault est en train, c'est la plus efficace, c'est ce que nous a dit Damon Hill ce matin à l'issue du warm-up, c'est la Williams Renault la plus efficace qu'il ait jamais conduit, et c'est par conséquent pourquoi on le voit remonter avec des bottes de 7 lieues, car partir dernier et puis être au 9e tour en 10e position, c'est-à-dire avoir remonté pratiquement 16 places, eh bien c'est quand même un exploit. Image sur Michael Schumacher, dont on parle beaucoup dans les paddocks. Pas tellement d'ailleurs éventuellement sur un changement d'écurie pour Michael, mais éventuellement pour un changement de moteur. On aura peut-être le temps quand. Mais enfin, je souhaite presque qu'on n'ait pas le temps de vous expliquer tout ça, parce que le spectacle en ce moment est tellement extraordinaire, avec Jean Alesi en tête. Vous savez le secret de Jean Alesi, Jean-Louis ou Eric? C'est le wushu. Le wushu, c'est un art de combat japonais que lui enseigne son gourou Pierre Baladier. Et alors, vous savez ce qu'il dit, Pierre Baladier? Eh ben, écoute, pour que tu puisses anticiper ta conduite sur un circuit, quand tu regardes la montagne, il faut que tu vois aussi de l'autre côté de la montagne. Mon cher Jean, regardez aussi en haut du podium, on est avec vous. Oui, Pierre Baladier qui ne va pas être content que vous l'ayez traité de gourou, mais enfin, on peut quand même appeler ça comme ça. En tout cas, Jean Alesi, il est toujours à 4 dixièmes devant Ayrton Senna. On est dans le 10e tour de course. Bon, bien sûr, c'est vrai, l'écart est toujours le même, mais la Ferrari, elle va tout de même en s'allégeant. Pierre Van Vliet. Oui, petite nouvelle, Jean-Louis, qui va vous intéresser. Ayrton Senna dispose d'un moteur Ford série 7, c'est-à-dire pas la dernière évolution du moteur Ford, pas la plus puissante, mais celle qui procure le plus de couple. C'est peut-être pour ça qu'il est incapable de dépasser la Ferrari de Jean Alesi en ligne droite. Ah, c'est une information extrêmement intéressante, alors que Emmanuel Naspetti a le feu. Le feu dans sa Jordan à moteur Hart. Le feu à l'arrière, voilà. Eh bien, Emmanuel n'aura pas été bien loin. Naspetti, il était, si mes souvenirs sont exacts, 26e et dernier. C'était la lanterne rouge de ce Grand Prix, mais c'est toujours difficile. Naspetti, il a fait ses débuts l'an passé en remplacement. C'est toujours difficile de se remettre dans le coup, surtout sur un circuit comme Estoril. Alesi, Senna, 7 dixièmes d'écart. Häkkinen, Senna, 6 dixièmes d'écart. Prost, Häkkinen, 5 dixièmes. Schumacher, Prost, 6 dixièmes. Vous voyez que c'est quand même fort peu. C'est 5 pilotes parmi les plus grands pilotes du monde qui sont dans un mouchoir de 2 secondes. Alors vous voyez à l'écran, nous avons les ingénieurs de chez Ford qui nous avaient proposé de nous montrer un peu comment marche leur moteur et surtout avec quelle performance. C'était en anglais jusqu'au Grand Prix précédent, aujourd'hui c'est même en français. Les kilomètres-heure c'est à droite, vous comprenez. Les tours moteurs maintenant c'est marqué TM, et l'accélérateur ça veut simplement dire si on est à fond ou si on n'est pas à fond. Accessoirement, le nom au-dessus Schumacher, c'est le pilote, celui qui est en train effectivement de donner plein de tours moteurs et plein de coups d'accélérateur. Alors pas à fond là. Alors, dans cette position, eh bien, Senna
n'est-ce pas, serait à 6 points, c'est-à-dire à 22 points d'écart de Prost, mais Prost en rajouterait un petit peu, et donc Prost en l'état là, avec 3 points, et bien Prost serait champion du monde pour l'instant, puisque Damon Hill est très loin. Si ça restait comme ça, si on arrivait à la ligne d'arrivée, car en même temps que Jean Alesi en tête de ce Grand Prix du Portugal, nous avons également un titre mondial sur le feu. Et bravo Jean Alesi, vas-y, il enfonce le clou. Et il enfonce le clou. Eh bien, ils sont heureux, ceux qui ont pu faire quelques paris sur un tiercé qui nous paraissait très difficile et qui s'appelait 1 Alesi, 2 Hakkinen, 3 Prost. Oui, bravo Jean-Louis Bernard. Merci de me reconnaître, mon cher Jean-Louis. Enfin, moi, j'avoue que c'était mon tiercé de rêve. Hein. Je ne suis pas comme ça quelqu'un qui est capable de dire qui va gagner. Sinon, d'ailleurs, qu'est-ce que je gagnerais comme argent? C'est le tiercé de l'affection et je vous comprends fort bien. Alors que dans le 12e tour de course, eh bien, Alesi est maintenant à 1 seconde et 1 dixième devant Ayrton Senna. Mais quand même, c'est vraiment formidable de revoir ici les voitures de la Scuderia Ferrari, en tout cas celle-ci, avec un châssis qui est quand même en progrès constant, car ce n'est pas n'importe quelle voiture qui peut tourner ici à cette cadence de IN 18.7 en tête d'un Grand Prix avec beaucoup d'essence, et un moteur, car ici il faut quand même du couple, Éric Bernard. Je pense que la Scuderia Ferrari a énormément progressé depuis quelques courses. Ils travaillent très fortement. Ils ont fait énormément de kilomètres d'essais depuis ces derniers temps. Et visiblement, ils ont trouvé des solutions aussi bien sur le plan châssis que sur le plan moteur. Et on revient sur Ayrton Senna avec le meilleur tour en course en 1.18.570. Il a répliqué à Alesi et la cadence augmente puisque Mika Hakkinen améliore également sa performance 1.18.9 et Prost également 1.19.0. 1.19.0. Effectivement, c'est à 3 dixièmes d'Alesi, mais ça va permettre quand même à Alain de se tenir au contact et puis, ma foi, de contrôler l'éventualité du titre mondial. Dans le second peloton, second peloton, eh bien, la Ferrari de Berger semble moins à l'aise que celle d'Alesi. C'est Blundell qui a pris la tête du second peloton en 6e position, et Damon Hill est déjà remonté 9e. Oui, c'est pas mal du tout pour la Ligier à moteur Renault de Marc Blundell. Vous savez que à l'intérieur de cette équipe Ligier, il y a une course dans la course, car il apparaît clairement que chez Ligier, on ne conservera pas les 2 pilotes britanniques côte à côte l'an prochain, et que par conséquent, celui qui s'imposera, pourra avoir les meilleures chances de figurer dans l'équipe des Bleus en 94. Et à la place de l'autre, il y aurait au hasard quelqu'un qui cette année est un peu journaliste de télévision. Oui, qui est à côté de nous, pourquoi pas Éric Bernard. Alors qu'on revient maintenant sur Ayrton Senna, 1.18.518 au tour, alors que Mika Hakkinen, que vous avez à l'écran, lui, tourne en 1.18.8. Voilà, 1.18.518 pour Ayrton Senna. Vous voyez que si Alesi creuse un petit peu, Senna répond automatiquement. Ce qui est important d'ailleurs, oui, c'est bien que Senna réponde, comme ça fait du spectacle pour tout le monde. On vous avoue que Alesi devant, ça ne nous gêne pas vraiment. Hein, pour être très, très honnête, on serait même franchement content qu'il vienne chercher ici sa première victoire, d'autant plus que d'après les calculs de notre ami Jean-Louis Moncet, ceci permettrait aussi à Alain Prost d'être champion du monde ce soir. Donc pourquoi pas? Eh bien, ça ferait Prost 84 points et Senna 59 points. Et vous voyez que ça ne serait pas suffisant. Katayama en difficulté là en bord de piste. Oui. Alors effectivement, Katayama s'est arrêté en bordure de piste, alors que nous sommes maintenant à l'image chez le peut-être futur champion du monde ce soir, Alain Prost, qui a un début de course sage, Eric. Oui, je pense que pour Alain, c'est une bonne décision, d'autant que je pense que cette course risque de se jouer également dans les stands en faveur des changements de pneumatiques. Et je crois que, vu la cadence imposée par Jean Alesi, il est probable qu'il y ait 2 changements de pneumatiques. Et peut-être qu'Alain est en train justement de préserver ses pneumatiques pour essayer de faire qu'un seul changement et coiffer tout le monde sur le poteau. Il faut quand même dire la vérité, il faut dire ce cri du cœur, ce serait formidable. Bien sûr, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir vu. Ce serait formidable si Jean Alesi, alors qu'on se prépare peut-être dans les stands au changement de pneus, Jean Alesi venait ici à gagner le premier Grand Prix de sa fort belle carrière. Vous vous rendez compte, ce serait le passage de flambeau directement entre le champion sortant, le grand champion sortant
l'instant Alain Prost et le jeune loup français qui mène, bien, vous savez, ce peloton des jeunes où il y a Eric Bernard, où il y a Eric Comas et quelques autres, Olivier Panis aussi, on l'a vu, qui peuvent accéder à la Formule 1. Vous parliez du duel de la course dans la course chez Ligier. Eh bien, c'est Martin Brundle plutôt qui vient de rentrer au stand avec des problèmes visiblement. Ah ben, voilà qui va trancher. On avait à l'instant Mika Hakkinen et Prost qui résiste toujours derrière, mais plutôt, je vous le dis, qui contrôle. Jean-Louis Bernardelli. Une petite information, on sait qu'au dernier Grand Prix, Damon Hill avait eu quelques soucis à la suite de rencontres fortuites en bout de première ligne droite et qu'il était remonté extrêmement fort jusqu'en tête de course. Hill maintenant est remonté en 7e position, donc attention, là pour l'instant on est sur ce qu'on va appeler le groupe des 5 de ce début de Grand Prix. Hill dans assez peu de temps pourrait revenir les chatouiller, s'amuser avec eux. Alors attention, Mika Hakkinen là est en train de se laisser distancer par Senna et il est un petit peu en vrac. Attention Mika, ça c'est pas correct. Attention, il faut rester à sa place. Il a commencé par allumer un petit peu sa roue au freinage et donc ce qui veut dire qu'il est soudainement moins à l'aise. Depuis le début de course, on voit Alain préserver, me semble-t-il, ses pneumatiques. On l'a très bien vu dans les images de caméra embarquées où il était très souple sur les pneus, très souple sur sa voiture. Et là, il est en train de passer en phase offensive sur Mika qui lui n'a absolument pas du tout préservé sa mécanique en début de course, on l'a bien vu. Et je crois que c'est là peut-être la stratégie d'Alain pour cette course, c'était de justement voir à l'arrivée. Eh bien écoutez, après tout, Mika Hakkinen pour l'instant nous a démontré son talent. On ne va pas tout de suite lui demander d'avoir autant de métier qu'un garçon qui en est à ça peut-être ce soir 52e victoire. Bon, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Puis enfin les enjeux sont pas tout à fait les mêmes. Et là il y en a un qui doit montrer qu'il sait conduire. Là maintenant je crois que c'est net. Et puis il y a l'autre qui ce soir a un gros enjeu mondial. Et puis derrière Alain Prost il y a Schumacher qui apparaît lui aussi moins à l'aise que le pilote de la Williams Renault. Quelques sorties en survirage, quelques sorties au large sur les vibreurs. Ce Michael Schumacher qui sans doute ne va pas laisser pour compte la domination de Hakkinen, Senna, Prost et Alesi. Oui, Pierre Van Vliet. Pierre Van Vliet nous avait appelé. Non, bon, fausse alerte. C'est peut-être assis sur son micro, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Alors que le classement est 1 Alesi, 2 Senna, 3 Hakkinen, 4 Prost, 5 Schumacher, 6 Blundell, alors que Prost est toujours à l'attaque sur la boîte de vitesse de Mika Hakkinen. Et puis 6 Blundell, 7 Hill, 8 Berger, 9 Patrese, 10 Wendlinger, 11 Warwick, 12 Leto, 13 Herbert, 14 Barrichello, 15 Lamy, 16 De Cesaris, 17 Suzuki, 18 Alliot, 19 Brundle, 20 Martini, 21 Comas, 22 Badoer, 23 Fittipaldi et 24, et fermant la marche, Michele Alboreto. On a vu brièvement une fois encore que Damon Hill, et c'est pas la première fois depuis le départ de ce Grand Prix, a à nouveau battu le record en course, au record du tour en course. Alors que maintenant dans ce groupe des 5 auquel pourrait donc venir se joindre tout à l'heure et dans quelques tours Damon Hill, dans le groupe des 5 il y a maintenant un groupe de 2 devant, Alesi Senna, et un groupe de 3 derrière, Hakkinen, Prost, Schumacher. On a vu la scission et je le rappelle, si les choses restent en l'état, eh bien Prost est champion du monde, ce qui explique pourquoi il est là-bas derrière tout en essayant de contrôler, pourquoi pas de dépasser naturellement Mika Hakkinen, mais pour l'instant il est très bien à sa place. Prost, je vous rappelle l'écart c'est 20 points, ce sont ces 20 points fatidiques si Senna et Hill ne peuvent pas les marquer ici au Portugal, parce que 20 points c'est Adélaïde et Suzuka réunis. Et bien si Prost maintient cet écart, ce soir il sera champion du monde pour la 4e fois. Toujours cette fameuse caméra embarquée dans la voiture, enfin sur la voiture de Ayrton Senna. Au point de vue glissade, tout ça c'est bien, Eric, tout fonctionne, il glisse pas plus qu'il devrait glisser à ce moment du Grand Prix? Non, je pense que Jean est là où maintenant on est au 17e tour et c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu l'usure des pneumatiques et voir les stratégies des différents pilotes est en train de s'exercer et d'être mis au grand jour. Et on voit effectivement la Ferrari peut-être un petit peu plus mal que la
la McLaren de Senna qui a l'air de remonter un petit peu dessus. Alors il faut là préciser dans cette hiérarchie des changements de pneumatiques, alors qu'on est là avec Michael Schumacher, et bien que le record du changement de pneus appartient à l'équipe Benetton. C'était avec Ricardo Patrese au Grand Prix de Belgique avec un temps de 4 secondes 75. Je suis chez Benetton précisément, Jean-Louis Moncet. J'avais un petit problème de micro, vous avez bien deviné. Oui. Eh bien je suis pas le seul. Figurez-vous que Michael Schumacher a des problèmes de radio et que visiblement ils n'arrivent pas à communiquer. Chez Benetton, vous parliez de la stratégie des changements de pneus, eh bien ce petit détail va peut-être jouer un rôle important pour le jeune pilote allemand. Oui, et surtout Pierre, la qualité des changements de pneus, car vous le savez, alors que le réalisateur nous a montré qu'il y avait 3 secondes et 6 dixièmes entre le premier et le dernier de ce peloton de tête, eh bien on sait que Benetton est très fort, on sait que Ferrari est très fort, que McLaren est très fort également dans les changements de pneus, mais il n'en va pas de même, de l'équipe Williams-Renault qui ne nous a pas habitués à des performances en ce domaine. Jean-Louis Bernard-Lévy. Eh bien, simplement pour vous dire qu'évidemment, si pendant les minutes qui vont venir, il arrivait un incident de course, vous le verriez quand même, parce que maintenant nous retournons à Paris. Je regarde quand même ce dépassement. Bon, il n'aurait pas fallu que maintenant il arrive quelque chose. Donc nous retournons à Paris et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Il s'est passé énormément de choses pendant la pub, on va vous les montrer, mais pour l'instant, sachez simplement que les deux garçons que vous avez ici à l'image, Alesi et Häkkinen, sont rentrés dans les stands pendant la pub, ils sont ressortis dans le même ordre, et regardez avec quel écart. Et quand on pense qu'ils sont partis à toute pompe alors qu'ils avaient les pneus relativement pas encore tout à fait en température à la sortie des stands, alors que c'est ici Schumacher qui rentre au stand, eh bien ça veut dire qu'ils en veulent énormément. Alors on attend la sortie du stand de Schumacher, et on va vous repasser une image très importante pour la suite des événements dans ce Grand Prix d'Estoril. Attention à Paris, vous êtes prêts? Jean-Louis, que s'est-il passé pendant la pub? Et c'est très important pour le classement au championnat du monde. Eh bien, ce qu'il s'est passé alors que nous sommes à bord de la voiture de Schumacher, c'est ça exactement. Regardez la fumée qui s'échappe de la McLaren de Senna qui se range immédiatement. Et si les choses restent en l'état, eh bien Senna probablement ce soir ne pourra plus jouer le titre de champion du monde. En tout cas, c'est fini pour lui. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, allez-y, le voici, il est rentré dans son stand et vous allez voir qu'il a mis exactement 4 secondes 85. Il a fait non, n'essuyez pas ma visière, il était tranquille. 4 secondes 85 et regardez, 4 secondes 85 pour Mika Häkkinen qui ressort exactement derrière lui, vous allez le voir tout de suite. Et là, on a retrouvé les deux hommes au coude à coude complètement, avec Mika Häkkinen décidé à tenter sa chance de façon très audacieuse avec des pneus un peu froids. Et Jean qui s'est dit, si je le laisse passer là, eh bien, ça sera fini. Et voilà, qu'est-ce qu'on retrouve pour l'instant? Eh bien, Alain Prost en tête de ce Grand Prix du Portugal. Le voici, Alain, dans le 23e tour de course maintenant, avec un meilleur tour en course, une 17.507. Pierre Van Litt. Oui, 12 secondes et demie d'avance pour Alain Prost sur Damon Hill, car Damon Hill est en deuxième position suite à ces changements de pneumatiques. Bien sûr, les deux Williams n'ont pas encore changé de pneus, mais elles ne le feront peut-être qu'une seule fois pour deux à leurs adversaires. C'est en tout cas ce que l'on peut supposer ici chez Williams. En tout cas, on est fin prêt pour accueillir Damon Hill et Alain Prost pour leur changement de pneumatique. Eh bien, nous sommes dans le 23e tour des 71 tours que comporte ce Grand Prix du Portugal. Et le classement est pour l'instant 1 Prost, 2 Hill à 14 secondes, 3 Schumacher à 7 secondes de Damon Hill, 4 Alesi à 3 secondes 4 de Schumacher, 5 Häkkinen dans les roues de Jean Alesi, 6 Blundell, 7 Berger, 8 Patrese, 9 Wenninger, 10 Warwick, 11 Herbert, 12 Barrichello, 13 Lamy, le jeune portugais qui est en train de faire ses débuts pratiquement ici. Il a commencé à Monza, mais ici il est en bien meilleure position. Le 14e est Brundle, le 15e De Cesaris, le 16e Suzuki, le 17e Alliot, le 18e Martini, le 19e Leto. Alors que Prost ici va prendre un tour à Christian Fittipaldi. Bon, donc Jean-Louis, puisque depuis le début, et c'est important je crois, nous disons que si dans telle ou telle situation un tel ou un tel peut être champion du monde, il est évident que pour l'instant Prost leader, c'est la situation idéale pour le pilote français. Oui, bien sûr. Pour l'instant, déjà, ce qu'on sait, eh bien, c'est que Senna ne peut plus être champion du monde, car Senna a abandonné, et si Prost abandonnait lui aussi, eh bien, de toute façon, il y aurait 28 points d'écart entre les deux hommes, ça
ça c'est le résultat du Grand Prix d'Italie à Monza, et que bien Senna marquant 10 points à Suzuka et 10 points à Adelaide, eh bien il ne pourrait pas malgré tout rattraper ses 28 points, puisque 2 victoires c'est 20 points. Alors pour l'instant, maintenant, c'en est terminé. Ce qu'il faut voir, c'est Damon Hill et Alain Prost dans ce Grand Prix du Portugal. Senna, lui, il a mis une croix avec cette explosion du moteur Ford, il a mis une croix sur le titre de champion du monde. Alors on a vu que Michael Schumacher s'est mis aussi de la partie et oui, lui avec aussi des pneus neufs. avec des pneus neufs, ce qui est encore plus extraordinaire parce que on croit généralement que les pneus neufs ça permet de tenir mieux que les vieux, ce qui est vraiment fin quand dans les premières centaines de mètres quand on sort des stands, c'est pas très évident. On va faire un deuxième petit jeu top position à Paris, enfin à Paris dans toute la France et dans toute la zone francophile que couvre TF1. Pardon, je dis à Paris, vous êtes prêts pour la régie. Attention, le jeu top position, le voici, top. À l'image donc, Alain Prost, on va essayer de tenir 3-4 secondes sans dire dans quelle position il est, mon cher Jean-Louis, mon cher Eric. Alain Prost donc à l'image, on va simplement dire que pour l'instant, dans sa bagarre pour être champion du monde, eh ben, il est extraordinairement bien placé. C'est-à-dire, il y a du monde pas loin et du monde impressionnant, on sait du très beau monde, on sait depuis quelques Grands Prix que le plus gros adversaire d'Alain, c'est effectivement son coéquipier, même s'il nous a dit ce matin dans Automoto qu'il était très content quand Damon Hill gagne, il le serait peut-être un tout petit peu moins soir, puisque si Hill gagnait, Jean-Louis, souci. Bon, il est bien certain que si Damon Hill emporte ce Grand Prix du Portugal, eh bien le championnat du monde sera une nouvelle fois relancé et la décision appartiendra au Grand Prix du Japon ou au Grand Prix d'Australie, et cela maintenant fin octobre, début novembre. Mais on sait également que Damon Hill joue sa place à côté, je le crois, d'Ayrton Senna chez Williams Renault l'an prochain, et que par conséquent il devra faire attention à sa tactique de course. Enfin, ce que je fais remarquer, c'est que nous avions vu juste avec Eric Bernard quant à la stratégie des pneus observée par Alain Prost. Alain Prost, il a été très calme tout à l'heure en 4e position pendant au moins 20 tours, et il pourra peut-être faire la jonction jusqu'à la fin de ce Grand Prix s'il continue à rouler en l'état. Oui, je crois que c'est là la grosse expérience d'Alain et sa grande force également, c'est qu'il a une très bonne vision des choses et il sait très bien que sur ce type de circuit il est important de préserver les pneumatiques. C'est un circuit très difficile sur les pneus, très difficile sur les hommes également, car c'est un circuit très éprouvant. On l'a vu, il s'est attaché, c'est très rare de voir Alain s'attacher, et donc c'est qu'il a su gérer tout ça et voir bien au-delà des quelques premiers tours. Jean-Louis, vous avez peut-être vu le panneau qu'on est en train de présenter, c'est L3, c'est-à-dire changement de pneumatique dans 3 tours pour Alain Prost. Damon Hill patientera un petit peu, mais effectivement par rapport à leurs concurrents directs, en l'occurrence Hakkinen et Schumacher, les Williams ont retardé leur changement de pneumatique, sans doute pour ne l'opérer qu'à une seule reprise, alors que McLaren et Benetton devront sans doute opérer 2 arrêts. Alors ce qu'on a vu, Pierre, pendant que vous nous parliez, c'est que la Benetton de Patrese s'est arrêtée et qu'elle a effectué son arrêt en 4 secondes 93. Vous voyez que les temps sont proches des temps du record du monde, entre guillemets. Ce qu'il faut constater, c'est le retour là en 4e et 5e position de ces 2 démons que sont Alesi là-bas devant et puis Mika Hakkinen avec son volant, vous voyez, extrêmement curieux, son volant type aviation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mika Hakkinen a subi les tests d'extraction de son châssis, et comme il est grand, eh bien il est obligé d'avoir ce volant type, je dis aviation, type Dakota ou DC-3, pour ceux qui connaissent bien les avions à moteur. Ça fait peut-être un peu de temps que vous n'êtes pas monté dans un avion, mon cher Jean-Louis, mais enfin bon, on sait aussi que nous adorons les pièces de collection, les voitures de collection et donc les avions de collection. Damon Hill à l'image. Alors, à remarquer également que Alain Prost devrait s'arrêter avant. Or, vous savez que c'est généralement le cas inverse. C'est le pilote qui est en 2e position chez Williams qui s'arrête pour éclairer la situation de l'autre. Eh bien, on va voir lequel des deux, d'après Pierre Van Dijk, c'est Prost. Je vous confirme que c'est Prost d'abord. On passe maintenant le panneau L3 à Damon Hill. Oui. C'est L2 pour Alain. Donc Alain d'abord, Damon Hill ensuite. Et puis avec 16 secondes sur Damon et un peu plus sur le duo Alesi Hakkinen, est-ce que Prost va pouvoir
reprendre la piste en tête du Grand Prix. Jean-Louis, c'est là que ça va se jouer. Oui, bien sûr, ça va se jouer dans les stands. Figurez-vous que j'ai mon chronomètre bien en main. Ce que je veux faire remarquer aussi, c'est qu'on aura à ce moment-là approché de la mi-course. La mi-course, c'est entre le 35e et le 36e tour. Prost va s'arrêter presque au 30e tour et que par conséquent il pourra faire la jonction, car maintenant eh bien la voiture s'est considérablement allégée de son poids de carburant et les pneus auront moins à souffrir, et puis on peut compter sur l'expérience de Prost pour ménager ses gommes, n'est-ce pas Eric? Oui, j'étais également en train de regarder un petit peu les temps autour qui sont effectués, et je pense que ça risque d'être très difficile pour Alain de ressortir devant Michael Schumacher. À l'heure actuelle, ils tournent tous les trois, Prost, Hill, Schumacher, allez-y, même dans les temps très respectifs, très proches. Une 18, mais 19 secondes, pratiquement 20 secondes séparent Prost à Schumacher, et je crois que ce sera très difficile de changer les pneus. Ça va être une gageure dans les stands que de changer les pneus en 20 secondes et pouvoir repartir en tête. Oui, alors que Schumacher, lui, les a changés et qu'il talonne naturellement Damon Hill, et puis bien sûr 19 secondes, 20 secondes pratiquement avec Alain Prost, alors que vous le savez ici, l'entrée au stand n'est pas du tout rapide, bien au contraire. Voilà l'écart. Tiens, le réalisateur vous a écouté, Eric Bernard, 20 secondes et 5 dixièmes, alors qu'on surveille bien sûr chronomètre en main l'entrée d'Alain Prost dans les stands. 40 litres. Oui, les couvertures chauffantes sont enlevées. Aïe, et on est prêt. On est prêt chez Williams. Alors attention, évidemment, tout peut se jouer là, on le sait. On l'a déjà vécu souvent cette saison. Et puis ici même, Estoril, souvenez-vous de Nigel Mansell il y a 2 ans. Alors chez Williams, il y a un petit peu de nervosité, on l'imagine. Mais on espère que tout va bien se passer. Mansell qui avait perdu sa roue. Il était parti trop tôt, c'est-à-dire que le team manager avait envoyé le panneau de départ beaucoup trop tôt. Il avait mal interprété le geste d'un mécanicien qui prêtait d'ailleurs à confusion. Et Mansell avait perdu sa roue au bout des stands. Et pour le dépanner, eh bien ma foi, c'en était trop. C'était trop loin. Et il avait perdu ce Grand Prix. C'était il y a 2 ans. L'an passé, il a gagné sans problème. Alors que là, c'est Johnny Herbert qui rentre au stand de Lotus à son tour pour changer de pneu. Oui, voilà, toc pour Herbert. 5,95, c'est moyen. Et voilà, c'est beau. C'est beau, mais ça paraît moyen dans la fourchette de temps en ce moment. La Williams Renault numéro 2 s'immobilise, mais il rentre sans prendre de risque, sans freiner à la limite, Alain Prost. Alors évidemment, pendant ce temps, eh bien Schumacher se pointe là-bas au bout, Prost repart. 6,62. Et petit coup d'accélérateur. La méthode pour pas caler quand il reprend des stands. Vous savez que Prost, il a parlé du coup d'accélérateur qu'il avait mis à Monza pour ressortir des stands, et il se demandait s'il n'avait pas fait une bêtise. C'était pas ça qu'aurait fait que le moteur n'a pas été jusqu'au bout. Hill et Schumacher sont passés devant. Hill et Schumacher sont passés devant. Bon, Hill, on sait qu'il va devoir s'arrêter, mais Schumacher, ça va être plus délicat. En tout cas, on va voir là la grande expérience d'Alain Prost, le grand fauve qui va partir à la chasse. Mais vous savez, Prost terminé 2e derrière Schumacher et devant Damon Hill, ça ne le dérange pas non plus, car vous savez que qui viennent je suis en train de regarder ma calcul. Vous savez que ce ne sera pas suffisant pour Damon Hill, et Prost pourra se contenter d'une 2e place derrière Schumacher, alors que Hill sera en 3e position. Prost sera alors champion du monde. Alors voilà, Damon Hill maintenant qui va se présenter. Et évidemment, quand Hill va se présenter dans les stands, on va avoir un 4e changement de leader pour ce Grand Prix théoriquement très historique. Et bien pour l'instant, nous sommes fidèles à ce qu'on a annoncé ce matin. Et enfin, en tout cas, c'est bien. Ce Grand Prix est tout à fait conforme à ce que nous en attendions. Voilà Damon. Voilà la Williams Renault numéro 0. À son tour, il s'arrête comme Alain, très prudemment. Changement de pneumatique a priori sans problème. Petit coup de gaz nerveux depuis le temps. Oui, saturation du micro. Là, il a envoyé les 700, je veux dire les 800 chevaux vieux coup de gaz du moteur V10 Renault, et peut-être voir les 80 mètres kilos de coupe de ce fabuleux moteur
de course. En tout nouveau cas, leader. nouveau leader, Michael Schumacher. Deuxième Alain Prost. Et pour l'instant, troisième Jean Alesi. Quatrième Mika Hakkinen. Cinquième Demesnil. Sixième Gerhard Berger. Le septième est Mark Blundell. Alors, ce qu'il faut quand même constater, car je regarde cela en même temps que je regarde mon écran, c'est que Alesi et Hakkinen, ils sont à 2 dixièmes, 3 dixièmes, 2 dixièmes, Depuis 3 le début dixièmes, de la course. depuis le début de la course et puis a fortiori après leur changement de pneus. Et les deux hommes se livrent une course absolument formidable. Ce sera probablement le duel de ce Grand Prix du Portugal. Oh, Jean-Louis, il y a peut-être une raison. Vous savez que dans la boxe, on dit que les grands boxeurs sont ceux qui ont faim ou qui ont eu faim. Je pense que ces deux garçons ont très faim, pour des raisons différentes d'ailleurs, mais ils ont extraordinairement faim de podium. Alors que là, Michael Schumacher vient de prendre un tour d'avance. Oui, Pierre Van Vliet. Pierre Van Vliet qui a des ennuis avec son micro. Non, ça va très bien. Simplement, la signalisation chez Williams maintenant donne évidemment les écarts par rapport à Schumacher. On sait que c'est Schumacher qui a des problèmes de micro, c'est pas moi, Jean-Louis. Oui. Et qu'il a quand même changé de pneu très tôt tout à l'heure en début de course, Michael. Et que chez Benetton, eh bien, on va sans doute tenter le coup, essayer de rester devant les Williams. Mais vous savez qu'en fin de course ici, c'est souvent très éprouvant et que les pneumatiques jouent un rôle considérable dans les 15 ou les 20 derniers tours. Eric Bernard pourra nous le confirmer. Oui, tout à fait. Je crois que là, c'est deux tactiques différentes. J'ai l'impression que chez Benetton, on est parti pour un deuxième changement de pneu. En tous les cas, le changement a été effectué très tôt. Et par conséquent, je pense que ce sera très difficile pour Schumacher de rester avec une voiture très compétitive jusqu'à la fin de la course. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est la performance des Benetton Ford. Alors que là, c'est Pedro Lamy qui s'arrête. Le régional de l'État, il faut le dire, c'est une grosse star ici. Seul vrai espoir portugais que nous connaissons pour l'instant, c'est que Schumacher disait de sa Benetton Ford que le comportement du châssis était imprévisible. Alors que vous avez vu là-bas dans le fond déboucher Alesi et Hakkinen. Non, on n'a pas vu là-bas dans le fond. On l'a pas vu. Pardon. Ah oui, alors que là, nous avions l'image embarquée. Hakkinen vient de déboucher, effectivement. Oui. Alors, le comportement de cette Benetton Ford était imprévisible et bien sûr, sur un circuit aussi délicat, aussi techniquement et physiquement éprouvant que ce circuit d'Estoril, eh bien, Schumacher doit faire attention de ne pas aller à la faute. Alors, on revient ici sur les tours minutes, le régime de rotation du V8 Ford, accélération à pleine charge, vous le voyez à 100%. Vous voyez la vitesse et Schumacher qui est en 6e et qui rétrograde en 2e pour ce virage qui maintenant réattaque les hauteurs d'Estoril avant la grande courbe. Alors que nous avons ici la distance entre le leader de la course et l'homme en 3e position. Il n'est d'autre que Jean Alesi. Vous voyez qu'après les changements de pneus, eh bien tout ça s'est considérablement rétréci. 1 Schumacher, 2 Prost à 3 secondes, 3 Alesi à 2 secondes et demie de Prost, 4 Hakkinen, toujours à 3 dixièmes d'Alesi. Et on revient à bord de la Benetton Ford de Schumacher, 5e, 6e à fond ici. On va arriver au régime maximal qui est de l'ordre de 14 000 tours pour le moteur Ford V8. Là, il lève. Est-ce qu'il s'est déventé? On va revoir cela au ralenti. Voilà, il sort son câble d'air médical, sa tuyauterie d'air médical. Et on a l'impression qu'il a mordu, il sort très extrêmement dangereux. Heureusement qu'elle part à droite. Ce qu'on a vu, c'est qu'il est remonté sur le vibreur, mais on s'en s'avère. C'est pourquoi on a vu le ciel. On a vu très nettement cette voiture s'élever, le nez de cette voiture s'élever. Et là, dernier arrêt. Et cette voiture qui est très mal placée. Mais ça, c'est, je vais vous le dire franchement, ça c'est l'expérience qui rentre. Oui, bien sûr, c'est le chez McLaren, tous les regards évidemment fixés sur les écrans de télévision. C'est la grosse déception que cet incident pour Mika Hakkinen, d'autant plus que Ayrton Senna, qui n'est pas encore revenu, il a peut-être filé à l'anglaise, Ayrton. C'est effectivement un problème de moteur pour lui, ce Ford Série 7 dont je vous parlais en début de course. Eh bien, pour McLaren, c'est fini. Et pour Senna, tous les espoirs d'être champion du monde, évidemment. Il n'était pas très grand, mais bon, c'en est terminé. Je crois que Senna a déjà la tête ailleurs. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà qui nous libère Jean Alesi d'une pression qui était quand même extrêmement forte, bien que Jean, il soit pas né de la dernière pluie. Là, maintenant, je commencerai à le dire parce que lui, l'expérience, elle est rentrée dans sa tête.
Eh bien, allez-y, lui, il a tenu le coup. Et c'est Mika Häkkinen qui a dû céder de mauvais gré, certes. Mais bon, il faut quand même que jeunesse se passe. Alors que là, les commissaires de piste portugais, qui ne sont pas très efficaces, d'ailleurs, il faut bien le dire, commencent à peine à retirer la voiture de Mika Häkkinen. Vous avez vu que c'était le phénomène de dévantage, si je puis parler ainsi, et que par conséquent ça a été la sanction immédiate. En tout cas, dans le 35e tour de course, Schumacher est toujours en tête. À 5 secondes et 7 dixièmes de Schumacher, il y a Prost. Et puis un petit peu plus loin, on les a au fur et à mesure qu'ils passent devant nous au chronomètre. À 6 secondes et 5 dixièmes de Prost, il y a Jean Alesi. Et puis un peu plus loin, aux environs de 10-12 secondes, on va vous donner ça exactement à 10 secondes, eh bien il y a Damon Hill. Vous voyez que ce peloton de tête s'est régulièrement rétréci, mais il manque Senna et il manque Häkkinen à l'appel. Il faut aussi signaler que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ça fait le bonheur de mon équipe qui prend la 5e et la 6e place, puisque Blundell est 5e et Martin Brundle 6e. En la faveur de l'arrêt de Berger pour changement de planète. Oui, alors que c'est Berger qui est au stand de Ferrari. Berger qui lui a tenté la passe de un seul changement de pneu. C'est aussi une Ferrari Berger qui est sorti des stands. Attends, mais là je comprends pas là. Ben oui, alors. Il vient de changer de pneumatique et sorti des stands. C'est impossible de sortir comme ça des stands. Avec des pneus froids peut-être, ou à moins que ce soit une collision à la sortie. Oui, je crois plutôt ça. Parce que là, j'ai cru que c'était. J'ai eu très peur moi aussi, parce qu'on croyait que c'était en pleine course, alors que non, pas du tout. C'est juste à la sortie d'un stand. Bien sûr, bien sûr. Alors on va voir ce qui s'est passé exactement. Où est-ce qu'il... Ah bah voilà. Ah non, c'est lui tout seul. Oh là là. Warwick a vu passer ça de très très près. Mais qu'est-ce qui a pu arriver à cette Ferrari pour que Berger... Peut-être une roue mal serrée. Peut-être une roue mal serrée. Je pense à l'arrière droite. En tout cas, Pierre, c'est très net également que... ça a été un changement de vitesse. Vous partez de votre stand première, deuxième, troisième, et vous savez que ces fichues Formule 1, eh bien, elles ont du coup. Voilà le replay, on va enfin voir. C'est juste là, la sortie des stands. Et qu'en mettant une vitesse peut-être, eh bien, si ce n'était pas une roue mal fixée. Ce qui paraît surprenant, c'est très très brutal. La voiture est partie brutalement en travers et on peut supposer effectivement une rupture de pièce ou une roue mal serrée à l'arrière droit, effectivement. Vous savez, en remettant les chevaux, on le voit de nouveau. Ou peut-être tout simplement un déséquilibre sur une bosse, car on voit la voiture un petit peu très sauter avant qu'elle parte. Et c'est vrai que les sorties de stand n'ont pas été resurfacées contrairement au reste du circuit, et on voit la voiture très très délicate à maîtriser sur les bosses de sortie des stands. Alors il est évident qu'on saura tout de cet incident ce soir, et puis probablement demain soir tout à l'heure avec Pierre Van Vliet, et puis on reverra ça en détail dans le magazine de Catherine Pic demain soir, bien sûr. Alors ça fait une Ferrari de moins. Ça chauffe, mais ça c'est... On vous a annoncé un Grand Prix. Voilà, tenez, voilà encore un élément historique. Ils arrivent tellement vite qu'on a du mal à suivre. C'est Alain Prost qui vient de nous faire un petit record du tour pour Alain Prost. On va peut-être, Jean-Louis, quelque chose d'absolument essentiel à dire avant que nous rendions l'antenne à Paris pour quelques secondes de pub. Non, on va à alors Paris. Pub. Du Portugal à Estoril dans le 39e des 71 tours de ce Grand Prix dont l'enjeu est le 4e titre mondial d'Alain Prost, avec beaucoup de dégâts et beaucoup de débris à cause de deux sorties de piste extraordinairement violentes, d'abord de Mika Häkkinen et ensuite de Berger, dont la Ferrari est sortie à la sortie des stands et a traversé la piste. Je vous rappelle que Berger aurait pu mourir sur cette action, car Warwick arrivait derrière à plus de 300 km/h et que si il avait percuté, les dommages auraient été irréparables. Pierre Van Vliet, vous dans les stands, vous avez du nouveau. Oui, il y a évidemment plein de débris sur la piste, notamment à cause de l'accident de Berger. Et il y a des crevaisons. Il y a Rubens Barrichello sur la Jordan qui est rentré au stand avec un pneu plat. Il y a Martin Brundle qui est rentré, je pense, pour la même raison. Chez Williams, il y a eu un moment de panique parce qu'on a tout préparé pour un changement de pneu. On a enlevé les couvertures chauffantes sur les pneus. Et puis finalement, en consultant les panneaux de signalisation, fausse alerte semble-t-il sur les deux Williams Renault, rien à signaler. On a donc remis les couvertures chauffantes ici derrière et la course continue pour Alain Prost et Damon Hill, en principe sans conséquence. Eh bien, sans conséquence pour Alain Prost, mais Damon Hill, si les choses restent en l'état, lui aussi ne sera plus dans la course au titre mondial. 1, Michael Schumacher. 2, Alain Prost à 3 secondes de Schumacher.
3 Alési à 12 secondes de Prost, 4 Damon Hill à 15 secondes d'Alési, le 5e est Mark Blundell, le 6e est Karl Wendlinger. Et je voulais d'ailleurs vous dire que la surprise de ce Grand Prix peut-être, c'était que les Sauber à moteur Ilmor avaient été absolument flamboyantes aux essais et notamment au warm-up, et puis que soudainement en course, eh bien, elles ont disparu de la circulation, c'est le cas de le dire. Alors il y aura des changements chez Sauber l'année prochaine. Pardon, Eric Bernard nous fait signe que, dites. Que Wendlinger était 6e. Oui, mais maintenant, mais c'est loin par rapport aux performances. Alors justement, Sauber, il va y avoir des changements. Il y a eu un rachat aux États-Unis qui veut dire que l'année prochaine. Oui, je crois que oui, bah, c'est simple. On sait que alors que Mark Blundell s'arrête à son stand, et on va le chronométrer d'ailleurs. Mark Blundell, c'est l'homme qui est en 5e position, top pour lui. Et ça, c'est un arrêt important pour l'écurie Ligier. Il ne vaut mieux pas se précipiter. 6,51, il va conserver sa place. Oui, à propos de Ilmor, eh bien vous savez que les deux fondateurs, Mario Illien et Paul Morgan, ont 25% chacun, donc 50% des parts de Ilmor. Que Roger Penske, Ilmor vient de là. Oui, c'est ça, bien sûr. Que Roger Penske a 25% également de Ilmor, mais que General Motors, qui avait les derniers 25% et qui contractuellement avait droit de direction sur la société Ilmor, qui fabriquait ces fameux moteurs Chevrolet A, B et C qui courent en carte, eh bien General Motors a mis en vente ses 25% d'actionnariat, et c'est Mercedes qui les a rachetés, Mercedes qui les aurait rachetés. Ce sera bientôt officiel, et par conséquent on peut s'attendre à voir l'an prochain en Formule kart, c'est-à-dire dans le championnat où il y a les 500 miles d'Indianapolis, et également sur le moteur Ilmor de la Sauber, la fameuse étoile à 3 branches de Mercedes. Si cette information s'avère exacte, et je crois qu'elle est exacte car elle est de source sûre, eh bien ce sera l'entrée dans le championnat du monde des Formule 1, mais le championnat du monde moderne de nos années de Formule 1 actuelles, des années 80 et 90, de Mercedes, et ce sera la même voie que celle choisie par Peugeot. Pierre Van Vliet. Oui, les Sauber sont donc officiellement des Sauber Mercedes et non officieusement comme c'est le cas actuellement. Oui. Et autre information, eh bien l'équipier de Karl Wendlinger l'an prochain serait le pilote allemand Heinz-Harald Frentzen, qui faisait partie de l'équipe officielle Sauber Mercedes en voiture de sport. Pierre, pendant que vous nous parliez, De Cesaris est allé un petit peu loin dans la courbe à gauche de ce circuit d'Estoril, juste derrière les stands, mais il est reparti aussitôt poussé par les commissaires. On retourne à la régie de Paris une toute petite seconde alors que Alain Prost vient encore de battre le record du tour pour un nouveau jeu top position. Vous êtes prêts, vos crayons, vos papiers, attention, top! Et alors, puisqu'on était en train de parler de moteur, eh bien, il faut signaler qu'on peut avoir l'an prochain avec Lamborghini, mais je dirais par le biais de Lamborghini, mais sous la marque Chrysler, alors que Damon Hill, lui à son tour, bat le meilleur tour en course sous la marque Chrysler, l'association de Chrysler et de McLaren pour la motorisation de cette équipe. Les deux équipes, McLaren pour le châssis, alors que De Cesaris s'est arrêté un peu loin, McLaren pour le châssis et puis Lamborghini Chrysler pour le moteur, vont certainement étudier longuement leur future association, mais je crois que celle-ci serait tout à fait durable. C'est la raison pour laquelle déjà les hommes des deux équipes vont apprendre à s'entendre avant de s'associer. Ce n'est pas le boulonnage rapide d'un moteur dans une coque, comme nous l'a dit François Castin, ce Français qui a réussi aux États-Unis et qui est vice-président de Chrysler. C'est une longue association qui va peut-être commencer, et en tout cas elle a reçu un coup de pouce sérieux de la part de Senna, qui a dit qu'il aurait bien aimé faire les Grands Prix du Japon et d'Australie avec le V12 Lamborghini. Vous voyez quand même que ça peut aider. Pierre Van Vliet. Oui, P4 Hill, c'est ce qu'on indique à Alain Prost sur le panneau de signalisation. Eh bien, peut-être des petits problèmes de liaison radio. Là aussi, Estoril est un circuit avec pas mal de relief. Peut-être que ceci explique cela. Toujours est-il qu'Alain, en deuxième position, est en train de refaire son retard sur Schumacher, mais que l'écurie Williams a quand même décidé de lui signaler que c'est Damon Hill en quatrième position. Et pour l'instant, donc, eh bien, il contrôle bien la course au titre de champion du monde.
monde. Ah oui, il l'est parfaitement, mais on va être prudent. Vous vous souvenez de Monza, ce n'était pas de sa faute. Alain, son moteur a explosé alors qu'il avait parfaitement tout contrôlé. Vous savez également que cette voiture, qui est sa voiture de course, c'est laquelle il a eu un accident hier, il ne l'aime pas trop, il l'a trouvée déplaisante au warm-up dans tous les domaines, châssis et moteur, et par conséquent il sera prudent, mais être deuxième derrière Schumacher, eh bien ce n'est pas la honte, au contraire il contrôle bien la course, et puis derrière Prost, eh bien il y a Jean Alesi qui, je vous le rappelle, a animé de façon sensationnelle ce début du Grand Prix du Portugal, eh bien en prenant un départ canon naturellement, et puis en menant la course pendant 20 tours. Attention là c'est chaud, oh là là, il y a du monde avec les Benetton et les Ligier, tout ça est à l'abordage, mais attention, les Ligier, elles ont concédé un tour, je crois. Oui, c'est Brundle qui vient de concéder un tour. Justement, et on va attendre qu'elle passe devant la cellule de chronométrage pour avoir le résultat, alors que là nous sommes à bord de la voiture du leader de la course, Michael Schumacher, et bien qui je crois va rattraper son ami et néanmoins équipier Riccardo Patrese, et à qui je crois il va prendre un tour. Ça va bien falloir. Oui. Va bien un falloir tour d'avance. parce que un tour d'avance. Bon. Faut pas non plus tout à fait la même course ici. Oui, et tout à l'heure, je crois que c'est Gilles Pernet qui parlait de Riccardo Patrese en disant qu'il était le pilote le plus ancien en activité. Ben oui, il livre ici son 254e Grand Prix. Voilà. Riccardo laisse passer Schumacher. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de freinage jusqu'au boutiste. Au contraire, mais ça c'est la loi de l'équipe. En tout cas, Prost revient tout doucement, et oui, il revient tout doucement. Pourquoi? Parce que Schumacher est pris dans le trafic, que c'est bien pour Alain d'en profiter, et puis il enfonce le clou, voilà, une 15,780 à 206 km/h de moyenne, ça voilà qui va le rapprocher. Arrêt de Jean Alesi. Oui. Attention, je suis trop au chronomètre. Deuxième changement de pneumatique pour la Ferrari, numéro 27. Jean Alesi qui était à 20 secondes du leader et qui repart, il sera sans doute à 40 secondes dans quelques instants. 5,51 et ils l'ont laissé tomber de haut, Jean Alesi, ça oui, c'est la Scuderia, du troisième étage. Oui, il a rebondi sur le sol, mais il a passé 5 secondes et 51 centièmes devant son stand. Oui, Pierre. Oui, bien, les techniciens de Gaudière tout de suite examinent les pneumatiques de la Ferrari de Jean Alesi. Et à la limite, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour Michael Schumacher, même si on ne peut pas tout à fait comparer évidemment la Benetton et la Ferrari. Mais a priori, on voit mal comment Schumacher pourra aller au bout sans changer de pneus. Ou en tout cas, s'il conserve ce train-ci, il aura du mal à maintenir les performances actuelles. Attention, là, il y avait une tentative un peu juste de dépassement. Alors que, oui, sur les taux. Alors que Schumacher est en train de se tailler la part du lion dans le groupe des attardés. Mon Dieu, c'est chaud, mon Dieu, c'est passé juste. Avec c'est passé juste, mais le problème c'est que en tout cas pour Schumacher, il est toujours pas devant. Et oui, Prost est toujours derrière la Ligier aussi. Oui, là, ils sont tous les deux bloqués. Là, ça va être jusqu'à Prost se rapproche. Alors là, Leto, Schumacher, le voici. Et puis il y a Patrese qui est derrière à un tour. Et puis il y a encore, là c'est Warwick, Derek Warwick qui est un dur à cuire lui aussi. Et puis Prost qui se fait débarrasser de la Ligier. La décharge de Leto, il faut savoir qu'il était en bagarre avec Patrese, et il doit tout à fait confondre les deux casques, je l'imagine complètement. Ah oui, bien sûr, il pense que c'est Patrese sans doute, et il doit se dire non. Ça va pas se terminer comme ça, mais malheureusement, c'est le leader de ce Grand Prix du Portugal dans le 47e tour de course, c'est Michael Schumacher. Et maintenant, Prost est à 1 seconde et demie. On a vu là brièvement une image de rétroviseur. On dit toujours un tel regarde pas dans ses rétros. Il faut rappeler qu'un rétro en F1, c'est vraiment un timbre-poste. Oui, à l'allure où ils sont, ils n'ont pas souvent quand même l'occasion de détourner les yeux, parce que quand on détourne les yeux, il y a peut-être aussi des sorties de route qui se sont faites à cause de ça. Ce qui est surprenant aussi, c'est que les commissaires techniques montrent simplement un drapeau bleu non agité, ce qui veut dire que finalement il n'y a pas péril dans la demeure, et alors qu'il devrait agiter parfaitement le drapeau bleu parce que Michael est en tête du championnat de la course, et c'est obligatoirement Leto doit laisser la place. En tout cas derrière, Prost a passé Brundle.
Mon cher Eric Bernard, je suis venu sur ce circuit d'Estoril en 75 quand Jacques Lafitte a gagné la course qui devait le mener au titre de champion d'Europe de Formule 2 et j'ai moi-même essayé d'apprendre au commissaire portugais à manier les drapeaux car il ne le savait pas. Et bien vous voyez, ils ne savent toujours pas. Apparemment vous parliez très mal le portugais, mon cher Jean-Louis, ou alors après. Vous avez raison de le signaler, drapeau bleu immobile, ça ne sert strictement à rien. Ça devrait être le drapeau agité en montrant d'ailleurs si possible du doigt la Sauber Ilmore de Gigi Leto. Pierre Van Leeuwen. Je peux vous dire que chez Benetton ils sont foudrage. Oui. Il y a Tom Walkinshaw qui vient d'envoyer Flavio Briatore se plaindre à la direction de course pour qu'on agite le drapeau bleu au vilain petit Leto. Pierre Prost est passé à 8 dixièmes, il était à 5 secondes et demie. Donc vous savez c'est un art que de manier les drapeaux et je veux ici remarquer que les commissaires français savent bien le faire. Savent bien le faire, les commissaires de piste français, les commissaires de piste monégasques également, et c'est la raison pour laquelle on les retrouve souvent sur des grands prix à titre bénévole. Mais voilà à quoi amènent des mauvais drapeaux, en tout cas pour Schumacher et pour Prost qui va bientôt se tenir sur les talons exactement de Michael Schumacher. Et on voit néanmoins toute la complexité sur ce type de circuit de doublé et on voit que Schumacher qui est bien plus vite que Leto à l'heure actuelle a beaucoup de mal à faire la différence. Alors on revoit le dépassement de Prost sur Patrese. Oui, avec un beau freinage permet au maintenant centre d'être effectivement de la piste. Oui, Pierre. Oui, Walkinshaw a une mine vraiment dépitée et je pense que c'est le pari perdu chez Benetton pour l'éventuel impasse sur le second changement de pneu. Oui, car là maintenant nous sommes dans le 49e tour de course de ce Grand Prix du Portugal qui en comporte 71. Et la Williams Renault, eh bien, elle est très sérieusement allégée. Et si Prost le veut bien, eh bien, il ne pourra sur l'aspiration ne faire qu'une bouchée de la Benetton Ford de Michael Schumacher, qui aura perdu là extrêmement gros, puisqu'il aura perdu sa deuxième victoire en Grand Prix. Vous savez que Schumacher, il est en tête depuis les changements de pneus. Alors bien sûr, tout à l'heure, Pierre Van Witt nous avait montré qu'on se précipitait dans les stands pour regarder les pneus de la Ferrari de Jean Alesi. Peut-être que Schumacher, oh là, il est sorti large là encore. On a vu la poussière. Peut-être que Schumacher va devoir observer un deuxième arrêt à son stand, auquel cas, là, il aura définitivement perdu la course. Oui, Prost est aux premières loges. Il y a ambiance. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Il faut quand même comprendre que Leto, il est en 8e position et il est le dernier des non attardés, si je puis dire, des non retardataires. Et que bien sûr il vend serment chapeau, mais il la vend un peu trop à mon avis. L'ambiance vue ici depuis le cockpit de Prost. Donc devant il y a Schumacher et devant Schumacher il y a toujours Leto. Je pense sincèrement que Leto doit penser que c'est pas très ce qu'il a. En plus il doit croire qu'il fait la course de sa vie. Il va pas en revenir de se faire engueuler tout à l'heure. Bien sûr. Alors que là vous voyez que là-bas derrière Patrese sur la deuxième Benetton qui est à un tour de l'homme de tête, eh bien lui il laisse faire. Le quatrième est toujours Jean Alesi, mais il est loin de Demoni, il est à 22 secondes. Demoni lui-même est en 3e position à 17 secondes de Prost. 5e Benlinger, 6e Blundell, et bien le 7e c'est naturellement Warwick et le 8e Leto. Là et voilà. C'est pas encore ce coup-là. On voit que les écarts, les temps de Schumacher et Prost qui sont bloqués derrière Leto sont quasiment 2 secondes plus lents que ceux de Demoni. Oui, bien sûr. Ça va revenir. Il remonte. Attention, là ça a failli, mais ça c'est impossible ici. Alors, le Leto finalement a presque le championnat du monde entre les mains, là, quelque part, mine de rien. Prost a eu raison de souligner dans ses différents papiers pour TF1 qu'il était très difficile de dépasser ici. Eh bien, on en a la preuve. Là, il faut déboîter, mais déboîter sûrement, Michael. Non, là, ce n'était pas assez sûr. Je pense que Leto va finir avec non plus un drapeau bleu, mais un drapeau noir. Ça peut arriver. Là, je crois que ça y est. Là, ça y est. Fait, Prost en profite. Il faut là, oui. Impératif. Sûr. Ce qui est nécessaire, je crois, Eric, c'est de monter à la hauteur pour que celui que vous dépassez voit au moins le capot. Puisse voir le capot et voir la voiture, tout à fait. Oui. Car il faut savoir que les rétros sont très petits, donc très peu de visibilité, beaucoup de vibrations et surtout il y a énormément d'angles morts sur une Formule 1 et on voit vraiment très peu ce qui se passe derrière. Avec un formidable enchaînement de cette image embarquée dans la série de courses. Alors, nous retrouvons ici les deux leaders de la course, ou d'en roue, à 5 dixièmes d'écart. On a vu Hill très brièvement de loin, là-bas, tout à fait au bout de cette ligne droite, à la sortie de cette courbe parabolique. Et on a vu que
devant les deux hommes, eh bien, il y a Derek Warwick, solide au poste, mais Derek a toujours montré une extrême correction. Et je pense qu'il va laisser passer ce train jaune. Warwick, dont on dit qu'il partirait peut-être aussi courir aux États-Unis l'année prochaine. Aussi, ben oui, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est les jeunes qui poussent derrière. Alors que, ben voilà, c'est fait pour Michael Schumacher. Il a dépassé Warwick imparablement. Il va maintenant reprendre un peu de marge car Derek se pousse pour laisser passer Alain. Ça, c'est formidable. Bravo Derek. Vous êtes la correction personnifiée. A gentleman driver. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans un endroit où normalement on n'a pas à laisser passer. Alors avec tout ça, Hill est bien remonté. Hein. Il est passé de presque 20 secondes de retard à 11 secondes et demie. Il est évident qu'avoir Hill à 11 secondes et demie, c'est pas très confortable pour Alain Prost. Jean-Louis Moncey vous l'a dit à plusieurs reprises. Alain Prost finissant devant Hill, ça réglerait beaucoup de problèmes. Voilà. Bien, écoutez. Hop là, il est son volant. Ça, c'est Marc. Je crois que c'est Marc, non? J'ai vu du jaune. Ouais, Marc Blundell. Ah, quel dommage. Quel dommage pour Marc Blundell. Il était 6e. Ah oui, mais je sais pourquoi. Bah oui, d'accord. Aïe. Une mésentente entre je ne sais pas quel pilote et Marc. C'est dommage, il est allé assez haut. Généralement, c'est oui, je vois son geste dépité faisant signe à l'autre que il n'avait pas vu, il était bien engagé, bien à sa place. Marc, rien à dire à ce sujet-là. C'était un dépassement tout à fait honnête et correctement presque réussi. Peut-être y avoir de l'ambiance ce soir encore une fois dans les stands. C'est dommage parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'une Ligier est prise dans un mauvais coup pareil. Ça s'est passé, je crois, en Hongrie avec Berger. Si mes souvenirs sont exacts, et elle avait perdu gros. Je crois que c'est surtout dommage dans le sens où on est en pleine bagarre avec Ferrari pour la 4e place au championnat. Je crois que tous les points comptent aujourd'hui. Et il a montré le point. Et il a acheté son volant de rage. Et Blundell, il a pas trop la cote actuellement chez Ligier. Oui. Ça fait quelques grands prix que je crois que c'est lui qui est a priori condamné pour 94. On lui parle plus beaucoup, on lui adresse plus beaucoup la parole chez les Bleus. Et là, ça va pas arranger sa cote. Alors qu'on revient sur les deux hommes de tête, un Michael Schumacher, 2 Alain Prost, à 1 seconde d'écart, oui, 9/10 dans le 53e tour, alors que nous sommes dans le 54e tour maintenant et que Demonil, lui, en profite pour refaire son retard. Il tourne en 1:15.475 et c'est le nouveau meilleur tour en course. Il est désormais Demonil à 9 secondes et 7/10 d'Alain Prost. Le quatrième c'est Jean Alesi. Le 5e c'est Karl Van Lingler, le 6e c'est Warwick, 7 Leto, 8 Patrese, 9 Brundle, 10 Herbert, 11 Martini, 12 Lamy, 13 Fittipaldi, 14 Alliot, 15 Comas, 16 De Cesaris, 17 Badoer, 18 Barrichello. Pierre Van Vliet. Oui, nous sommes avec Mika Hakkinen, le jeune pilote finlandais qui est bien entendu voilà, avec nos confrères de la télé japonaise. Je suivais de très près la voiture qui était devant moi, allez-y. J'ai glissé vraiment très fort dans la courbe à droite. Et puis après, quand vous êtes à l'extérieur de la trajectoire sur l'herbe, ça glisse, il n'y a plus rien à faire. Je suis parti de l'arrière. Et quand on est parti de l'arrière, après c'est terminé. Et il a fallu que je m'arrête, vous avez vu la voiture. Comment était le départ? Oh, c'était sympa. J'ai juste dû forcer un peu dans le premier virage. La voiture allait bien jusqu'à l'accident? Ah oui, tout à fait. Oh, c'était parfait. Ah, bien sûr que je suis déçu, vous pensez? Mais vous allez voir au Japon ce que je vais leur montrer. Alors qu'on a vu, Gigi Leto puni de 10 secondes. Vous voyez que quelquefois, même s'il y a des mauvaises interprétations des erreurs, il y a quelquefois de l'équilibre dans la justice de la FISA. Et Leto a pris 10 secondes de pénalisation. Quant à Mika Hakkinen, quand je l'entends parler, figurez-vous que je ne peux pas m'empêcher de penser aux grands Finlandais des championnats du monde des rallyes, les Markku Alén, les Juha Kankkunen, et puis à la Formule 1 avec Keke Rosberg naturellement. Ces Finlandais, quand ils parlent anglais, ils sont vraiment
extrêmement drôle. Mais vous voyez cette détermination de ces hommes venus du Nord. Le Sissou. Oui, ça a toujours été la grandeur de ces sûr. formidables pilotes finlandais, les fameux Finlandais volants d'ailleurs, même si Hakkinen aurait préféré terminer, je crois, son Grand Prix. Je pense qu'on peut rajouter quelque chose. Non seulement les Finlandais sont doués, il n'y a qu'à voir comment les dames de la bonne société vont acheter le jambon en Finlande quand il neige. Elles savent déjà très bien conduire. Alors vous imaginez les vrais pilotes. Mais en plus, il y a une vraie filière finlandaise qui fait que quand on s'aperçoit que des jeunes pilotes sont extrêmement bons, ils sont suivis, ils sont aidés sur les paddocks. C'est important et d'autres pays feraient bien d'en faire autant. Alors nous sommes sur cette image prise chez Alain Prost qui est en train donc d'attaquer le leader, Michael Schumacher. Peut-être des commencements de problèmes sur les pneus avec Schumacher. Ouais, je pense que Michael Schumacher a changé cette pneus très tôt dans la course et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alain a su les préserver lui par contre et donc effectivement maintenant il est en position de pouvoir attaquer Michael Schumacher. Mais je ne sais pas s'il le fera parce que je crois qu'il pense certainement dans sa tête avant tout au championnat. Ok, eh bien on retourne à Paris quelques secondes. Si bien sûr le dépassement avait lieu pendant la pub, eh bien on vous le remontrerait. Vous avez vu, ça, on sait le faire. À bientôt. Le 58e tour de ce Grand Prix du Portugal qui en comporte 71 et je peux vous l'affirmer, ça chauffe en tête de la course là-bas, l'aileron que vous voyez là-bas, d'ailleurs fort près, c'est Michael Schumacher. Donc à mon avis, les pneus sont quelque peu à l'agonie et puis Prost qui commence à tenter sa chance normalement, sans précipitation, sans excès, mais quand même, vous voyez que l'écart est très faible, même si Alain sursoit un petit peu à la réaccélération. Lui Schumacher dans cette parabolique, eh bien réattaque d'entrée. Vous avez ici Philippe Alliot qui va devoir concéder un tour, mais attention Philippe. Là, il a essayé de retarder un petit peu son freinage, mais c'était normal, c'était bien joué. C'est la loi de la course. En tout cas, ça donne une occasion à Michael Schumacher de respirer un peu. Vous savez que le deuxième, c'est Prost, voilà, au ralenti. Le troisième, c'est toujours Damon Hill. Et que les deux hommes de tête ont réaccéléré la cadence après tous leurs problèmes dans le peloton des retardataires. Et que par conséquent, Damon Hill est repassé à 13 secondes et 9 dixièmes d'écart derrière Prost, alors que tout à l'heure il était revenu à près de 9 secondes, 8 et demi exactement, et que par conséquent, si pour l'instant on reste comme ça, 1 Schumacher, 2 Prost, 3 Damon Hill, et bien tout à l'heure, maintenant dans éventuellement 13 tours, Alain Prost endossera son 4e titre de champion du monde et marquera ainsi l'histoire de la course automobile internationale, car il sera juste derrière Fangio, ce même Prost qui, vous le savez, nous a annoncé hier, avant-hier, sa retraite à la fin de la saison. Mais enfin, on n'y pense pas pour l'instant. Il reste encore la fin de ce Grand Prix du Portugal qui tient toutes ses promesses, qui a été proprement formidable, qui a été effrayant, qui a été émouvant. Et puis, il reste encore le Grand Prix du Japon et le Grand Prix d'Australie. Vous voyez que Schumacher, il a repris un peu de distance, de 3 ou 4 dixièmes. Il est maintenant avec 1 seconde et 1 dixième d'avance sur Alain Prost. Un point sur le reste du classement. Allez-y est toujours 4e, on ne le voit plus beaucoup à l'image. Jean, il roule solitaire dans un peloton. Il est le dernier des pilotes qui n'ont pas encore concédé un tour de retard. Schumacher, Prost, il est allez-y naturellement. Le 5e est Van Linger, le 6e Warwick, le 7e Patrese, le 8e Brundle. Vous savez que Brundle a dû abandonner. Il a été viré dans un mauvais dépassement. Et puis derrière, il y a le 9e Herbert, 10 Martini, 11 Leto qui a écopé d'une pénalisation de 10 secondes, 12 Lamy, 13 Fittipaldi, 14 Alliot, 15 Comas, 16 De Cesaris, 17 Barrichello, 18 Badoer et c'est donc Luca Badoer qui ferme la marche à 2 tours. On l'a vu Luca concéder ce deuxième tour là il y a quelques instants. Retour à l'intérieur de la voiture de Prost qui se fait menaçant, vraiment menaçant. Ici, cette distance, bien sûr, de la caméra embarquée ne représente pas la distance véritable. Ça, c'est le problème des focales. Quand on invitera des caméras de télévision qui marchent aussi bien que l'œil humain, et ben nous d'ailleurs, on pourra disparaître de terre, on ne servira plus à rien. Nous, les humains en général. Bon, oui. Mais c'est pas encore demain la veille. Je vous rassure, pour l'instant, les caméras ne sont encore que des caméras, même si elles sont capables de nous faire vivre ce genre d'instant extraordinaire, pile à l'intérieur de la voiture de Alain Prost qui se bat et pour le titre et pour la victoire dans ce Grand Prix. Derrière,
Michael Schumacher. Alors, ce qu'il faut remarquer aussi quand les deux voitures sont photographiées de face, c'est le peu d'aileron de Michael Schumacher et puis l'aileron quand même relativement braqué de la voiture de Prost, ce qui permet à Alain de revenir très nettement dans les grandes courbes et qui sont nombreuses sur ce circuit d'Estoril. Ce que l'on voit également, c'est Alain de temps en temps se décaler un petit peu car il vaut mieux éviter le flux d'air chaud qui sort de la Benetton Ford et cela pour éviter que les températures grimpent de façon trop forte. Et vous savez que moteur chaud, c'est généralement égal moteur en danger. Moteur en danger, voilà, exactement. On voit aussi Michael qui joue beaucoup d'intimidation. Il sait parfaitement que Alain a beaucoup à perdre et peu à gagner en le passant. Et on le voit tasser énormément Alain, lui fermer les trajectoires, lui fermer la porte à chaque fois qu'Alain se fait un petit peu pressant. Et je crois que c'est le jeu malheureux, mais le jeu néanmoins de Michael Schumacher pour gagner un nouveau Grand Prix. Bien sûr, ce serait sa deuxième victoire et je la comprends d'autant mieux cette manœuvre que Michael, je vous le disais en préambule de ce Grand Prix, n'a pas été heureux dans ces 2 journées d'essai alors que l'on attendait ici une Benetton Ford au mieux de sa forme. Et bien les McLaren ont été bien meilleurs jusqu'à temps bien sûr que Senna casse un moteur et que Häkkinen sorte de la piste après avoir été déventé derrière Jean Alesi. Et nous sommes à moins de 10 tours de la fin avec toujours Schumacher leader. Schumacher, est-ce que on imagine, on parie pas encore sur le fait qu'il pourrait aller au bout avec ces pneus-là, on peut avoir à changer de pneus dans les 5 ou 6 derniers tours, Eric. C'est catastrophe pour le moral et pour le résultat. Ce serait trop tard. Oui, je pense que ça serait trop tardif, mais au vu des temps qui sont pratiqués à l'heure actuelle, je pense que Michael, visiblement, va peut-être pouvoir tenir la cadence comme ça jusqu'à la fin de ce Grand Prix. D'autant que, comme je l'ai dit, je crois qu'il va user et abuser de son avantage psychologique sur Alain. Lui est complètement libre, il joue une course comme une autre, alors que Alain, lui, joue son titre de champion du monde. Et on l'a vu tout de suite dès le départ quand Häkkinen a serré Prost, qui a tenté de résister et puis qui finalement s'est incliné, car cela aurait pu signifier pour lui la relance du championnat du monde jusqu'encore au Japon, en Australie, un accrochage. Alain a refusé ce combat et il a eu raison. Et vous savez, ce sont les McLaren et surtout la Ferrari de Jean Alesi qui ont débordé par l'extérieur, ce qui a permis quand même à Jean de faire un début de course absolument flamboyant et puis à Häkkinen de se faire également largement en remarquer. Alesi pour l'instant 4e à 45 secondes, autrement dit il faudrait vraiment maintenant, alors qu'on est à moins de 10 tours de l'arrivée, hop là, une Lotus dans le décor. Johnny Herbert. Attention, parce que Herbert a un casque, l'ami on le voit maintenant. L'ami a un casque rose avec du rose et Herbert rouge fluo, mais quand on est loin comme ça, c'est pas évident. Qui est juste derrière Pierluigi Martini, lui-même qui est en bagarre avec une Tyrrell à moteur Yamaha. Oh là, attention, c'est chaud ça, c'est chaud. Là, je pense qu'il risque d'y avoir une course. Hop là, et bien l'ami il a été aussi. Les Lotus dans le même temps. Ben voilà, ça n'a pas été loin non plus. On ne peut pas dire que ce soit une panne mécanique parce que là, ça c'est le sous-virage, le survirage classique sur une piste trop glissante et on la revoilà. On parlait également tout à l'heure de ce circuit qui est très très éprouvant pour les hommes et je crois qu'on arrive en fin de course et les erreurs se payent au prix fort maintenant et c'est vrai que c'est toujours difficile de garder la pleine concentration, le plein pouvoir physique dans de types de circuits comme ça qui sont très très éprouvants pour les hommes. Oui, c'est le classique du genre, cette sortie de piste suivie d'un choc dans le mur. Eh bien, il va falloir dégager cette voiture le plus vite possible. Voilà, c'est presque fait. Non, pas tout à fait encore. Il serait temps, messieurs. Allez, on se presse. Allez, au boulot. Très mauvaise posture, cette voiture. Oui, parce qu'effectivement, il ne faut jamais oublier qu'il peut y en avoir une deuxième tout de suite qui glisse au même endroit. Et alors là, on tassement de voiture dangereuse. C'est l'évidence. Et nous sommes dans le 64e tour, soit à 7 tours de l'arrivée maintenant, dans la voiture d'Alain Prost, qui suit Michael Schumacher à 1 seconde de 9 dixièmes. Je pense qu'Alain a pris son parti. Il va même peut-être économiser un tout petit peu ses pneus.
bien que la cadence à laquelle il court soit très élevée, une 16-6, c'est pas mal du tout, mais ça va permettre peut-être à Michael Schumacher de souffler un peu. Alain, lui, il a intérêt, quoi qu'il advienne, à assurer sa prestation et son résultat, car au bout, vous le savez, il y a 4 titres de champion du monde à la clé de ce Grand Prix du Portugal. Nous serons bientôt à 6 tours de l'arrivée, 6 tours du bonheur, et je me mets à la place du grand Alain Prost. Je crois qu'il y a de quoi réfréner un peu ses ardeurs. Damon Hill est cela dit à 10 secondes, Jean-Louis, faut peut-être pas non plus... non, bien sûr, bien sûr. L'histoire, faut pas l'attendre, faut l'advancer. Bien sûr, faut pas non plus vendre la peau de l'ours, on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui. On se souvient, je crois, de Monza. Je pense qu'à Monza, au Grand Prix d'Italie, il y a 15 jours, Alain Prost avait mené un week-end absolument parfait, progression totale de la voiture de la première séance d'essai jusqu'au bout du warm-up. Il avait contrôlé la course de façon absolument extraordinaire. Et puis bon, le moteur Renault en avait décidé autrement. Alors que Pedro Lamy rentre déçu, le moteur Renault en avait décidé autrement. Mais peut-on en vouloir à Renault? Certainement pas. C'est l'une des très rares casses, très rares ruptures de ce V10, qui est l'un des moteurs qui fera date dans l'histoire de la Formule 1. Oh, pas 13, Warwick. Oui. Et ben, je pense que Warwick va aller expliquer comment c'est la vie. Parce qu'il avait l'air de... Ou alors il sortait simplement, non? Je pense qu'il va, je pense qu'il va aller... je voudrais bien qu'on voit cette scène. J'allais justement vous dire. Ah bah si, je crois qu'il y va. Il est pas arrivé. Je pense qu'il a dû lui dire bon. Ah non. Ah bah voyez, notre ami le gentleman est très moyennement content. Alors maintenant, mon cher Ricardo, je vais te dire, tu es vraiment une pomme. Voilà. Non, ben oui, c'est dommage. Le pauvre Derek, il est... Ah oui, je comprends. Il était en passe de marquer un point. Il faut dire, franchement, Eric, je ne veux pas Ricardo Patrese, mais il a été l'attaquer. Il était 20 mètres trop loin pour attaquer ça. Puisque... Depuis quelques tours, je regardais mon computer et je m'imaginais que pour la 5e place, nous allions être tout à fait ravis de la fin de course parce qu'il y avait 4 pilotes qui se tenaient dans 2 secondes. Et j'allais justement vous le dire à l'antenne et malheureusement, ça m'a précédé. Mais ça fait également le bonheur de l'équipe Ligier puisque Brundle prend la 6e place. Oui, il revient de loin, Brundle, parce que Blundell, là, pour l'instant, pourrait être en 5e position et Brundle 6e. Vous voyez que... Vous l'avez dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. À propos de bonheur, Damon Hill vient à nouveau de battre le record du tour et il est à 9 secondes d'Alain Prost. Tiens, on dégage à peine cette voiture, cette Lotus. Depuis 2 tours et demi, il serait temps. 5 tours avant le drapeau à damier de ce Grand Prix du Portugal qui est la 14e des 16 manches de cette saison. On revoit probablement de Formule 1. Oui. Là il attaque et alors là il manque totalement son freinage. Il passe devant, mais ça il n'y a pas moyen. C'est très optimiste. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'était 20 mètres trop long ça. Ça ne se fait pas. C'est tout à fait curieux de la part d'un vieux briscard comme Ricardo Patrese. Oui, Mais bon, la fatigue aidant, peut-être le petit manque de clairvoyance, alors que Alain Prost est revenu une nouvelle fois dans les roues de Michael Schumacher. Il a cette Benetton Ford à sa portée, mais vous le savez, ce n'est pas ce que cherche Alain Prost, qui, on s'en souvient, avait pris un très gros coup au moral après le Grand Prix d'Italie il y a 15 jours. Il pensait avoir, je le répète, contrôlé parfaitement tout ce qu'il fallait pour être champion du monde dès ce Grand Prix. Il ne l'a pas été et naturellement, là, il fait encore plus attention car s'il lui arrivait un problème maintenant, eh bien, il serait 2e et voire 1er, pourquoi pas. Et ce serait alors pour Alain aller jusqu'au Japon et jusqu'à Adelaide en Australie pour gagner ce championnat du monde. Vous savez que plus l'échéance approche et plus la pression grimpe sur les épaules. Oui, je vois... non, peut-être pas. En tout cas, moi, je vais juste dire, on va passer la parole à Pierre, que Hill était maintenant à 8 secondes de Prost, alors que nous sommes, on a vu passer tout à l'heure le panneau 4 tours par là au final, c'est-à-dire 4 tours de la fin. Voilà, la Benetton Ford. Pierre Van Vliet, oui. Chez Williams, la tension reste vive. Oui. Patrick vient aux nouvelles chez Franck. On se souvient évidemment de ce qui s'est passé à Monza, donc on croise les doigts. Et pour l'instant, eh bien... c'est évidemment course gagnée pour Alain. Il ne va pas attaquer Schumacher, c'est évident. Chez Benetton, on a bien fait finalement de tenter ce pari un peu insensé. Et Damon Hill derrière ne va pas non plus être en mesure d'attaquer Alain vu le
handicap qu'il avait concédé dès le départ. Oui, mais il y a toujours les impondérables. Avec, Pierre-Luigi Martini, dont je vois la tête sérieusement secouée, ce qui est le signe évident d'une grande fatigue. Et vous savez qu'un pilote fatigué commet des erreurs. Et donc il y a intérêt à faire le plus attention possible. Il y a également ce bouillant Andrea De Cesaris, qui a laissé passer à la prof. Ouf, c'est bien passé. Nouveau record du tour pour la Leville. Oui, alors qu'il est maintenant à 6 secondes et 2 dixièmes. Il va vouloir montrer Desmonil qu'il est là et bien là. Mais si vous voulez mon avis, il ne tentera pas de manœuvre désespérée. Nous sommes dans le 69e des 71 tours de ce Grand Prix du Portugal. À 2 tours du bonheur maintenant pour Alain Prost. 2 tours de l'histoire, même de la légende. Kilomètre 300. Et on croise les doigts. Oui, pour Alain Prost. Je pense au dessinateur Chénèze qui l'avait fait passer de l'histoire à la légende. Un petit dessin que vous aimez beaucoup, Jean-Louis Bernardelli. Et bien là, il y entrera encore plus sûrement. Ce dessin de Chénèze, c'était pour la 50e victoire en Grand Prix d'Alain Prost. Depuis, il y a eu encore une autre victoire. Et je pense que là, Alain Prost, il entrera encore plus sûrement, vraiment plus sûrement, car 4 titres de champion du monde, c'est historique. Voilà, 2 tours du bonheur. On va suivre ça naturellement, alors que là, Eric Comas va devoir concéder lui aussi un 2e tour, non, un 3e tour au leader Michael Schumacher. Alors que Prost est toujours 2e, Damon Hill 3e à 6 secondes de Prost et Jean Alesi en 4e position. Alors les kilomètres que vous avez annoncés tout à l'heure, Jean-Louis, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée de la légende, on est tout près. Il y en a un petit peu moins maintenant. Il est tout près. Bon, moi je ne vois pas vraiment aller chercher Schumacher. Mais en revanche, quel geste s'il nous le fait par exemple sur la ligne d'arrivée. Non, on ne va pas. Non, on n'imagine pas ça. Rêver, Jean-Louis Bernardelli à ce point-là. Mais il y a dans cette voiture une telle somme de travail, une telle somme historique, une telle somme de légende, alors que on est maintenant dans le 71e tour. Ça doit être le dernier. On vient de boucler 70 tours. Et il reste moins de 3 km pour le 4e titre de champion du monde d'Alain Prost, la 2e victoire de Michael Schumacher. L'histoire est peut-être en marche au bout du capot de cette Williams Renault. Vous pensez bien le moment d'émotion que cela représente pour nous ici à TF1, car Prost est notre ami en dehors d'être notre consultant préféré. Vous pensez également ce que ça représente pour la France entière et pour le monde entier. Vous l'avez dit. Il ne va quand même pas essayer. Non, je ne peux pas croire ça. A terriblement besoin de gagner. Schumacher, ça fait sa 2e victoire. C'est vrai. Mais en tout cas, Alain veut montrer par là qu'il a contrôlé la course de bout en bout. Et on est dans la parabolique. La ligne d'arrivée maintenant. Et voilà le résultat avec 4e titre pour Alain Prost. Prost 6 points et par conséquent 87 points. Hill 3e, 10-6-4, 4 points, ce qui fait 58 et 4, 62. Désormais de 87 à 62, il y a 25 points et Prost ne peut plus être rattrapé. Et je voudrais bien voir sur nos écrans arriver cette petite annonce qui nous indiquerait que Prost est champion du monde. Il y avait 80 points à l'issue du Grand Prix d'Italie et puis il y avait 58 points pour Damon Hill. Prost qui est arrêté. Alors que les autres rentrent au stand. Qu'est-ce qui se passe? Voilà,
Ce sont nos amis les TV qui viennent. Le rendez-vous était le bon. Il avait préparé devant nous et nous avions été obligés de cacher ces images. Prost, champion du monde avec le drapeau français. Le rendez-vous a été respecté. Il est à l'épingle qui va permettre à Alain de faire pratiquement 3 km avec ce drapeau. Attention, qui est en train de boucher la prise d'air. Alors que Michael Schumacher a emporté sa 2e victoire en Grand Prix et que c'est Demoni qui est sur le podium. Jean Alesi, lui, ayant pour sa part assuré la 4e place. Wendlinger est 5e. Le 6e et Martin Brundle, alors que l'on voudrait bien suivre, le tour d'honneur du quadruple champion du monde au micro, de Formule 1. Oui, Gilles Pernet. Vous nous entendez, Alain, vous êtes en direct sur TF1. Oui, merci. Je suis très heureux, bien sûr, c'est un soulagement. C'était une course très difficile, surtout mentalement, parce que je pouvais bien entendu pas prendre trop de risques. C'était un peu plus vite que Schumacher, mais aujourd'hui on a vu les limites aussi des voitures actuelles. Même en doublant des retardataires qui sont 2-3 secondes au tour moins vite, on a beaucoup de mal à dépasser. Mais l'essentiel, c'est bien entendu le résultat. J'aurais préféré accrocher une autre victoire. Bon, je suis très heureux. Merci à tous. Bon, nous avons quelques problèmes de liaison avec vous, Alain. Félicitations. Bon, en tout Gilles, cas, toute l'équipe bon. F1 vous félicite. Et je pense que pour les Français, c'est un grand jour. Bravo, Alain. On va essayer de vous retrouver très vite. Je vous redonne à vous les deux, Jean-Louis. Oui, Gilles, non, la liaison était très très bonne. C'était extrêmement émouvant. Je peux vous le garantir, d'entendre le quadruple champion du monde, car désormais il y en a un. Il y avait jusqu'à présent Fangio qui était bien au-delà de tous ces pilotes. Il y avait également derrière lui ceux qui étaient à 3 titres de champion du monde. Vous les connaissez. Et bien maintenant il y a Alain Prost qui est juste dans les roues de Fangio, et ce sera sa dernière prestation avant le Grand Prix du Japon et le Grand Prix d'Australie. Il est 4 fois champion du monde. À vous Paris. Prix du Portugal à Estoril, bourré d'émotions. Regardez Schumacher, absolument, extrêmement heureux, complètement heureux. Bien entendu, à sa droite, Alain Prost, à notre gauche donc, Alain Prost, champion du monde pour la 4e fois. Et derrière, Damon Hill, qui a évidemment un très grand avenir devant lui. Regardez la joie de Schumacher, c'est absolument extraordinaire. Évidemment, bon, il a quelques amis dans le public, on est pourtant loin de l'Allemagne, mais Schumacher, vraiment, son bonheur fait plaisir à voir ici. Ouais, les larmes aux yeux de Schumacher, les larmes aux yeux d'Alain Prost. Ça, c'est quand même quelque chose de très 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 émouvant. Un vainqueur et un quadruple champion du monde, alors que César Torres, ancien ministre du Tourisme, vice-président de la FIA et président de l'Automobile Club du Portugal, oui, Alain Prost qui perd, eh bien, leur a remis les coupes qui vont à ce Grand Prix du Portugal. Les larmes, elles sont belles, elles sont les larmes des grands sportifs qui ont régné pour l'un, voilà, qui jette sa casquette, et qui vont régner pour l'autre. Oui, Mike qui prend maintenant, tout le monde jette les casquettes, et Mike, oui, ça c'est la douche au champagne. Flavio Briatore, eh bien oui, c'est bien pour lui, eh bien, il l'accepte. Autre nouveauté, Jean-Louis, regardez Damon Hill, oui. Il a souri et il joue avec ses petits camarades au champagne, formidable. Alors que là, c'est la fameuse course des bulles à travers le podium. Oui, eh bien voilà, eh bien, ils sont peut-être, oui, ils ont raison. Voilà, le 4 fois champion du monde, Alain Prost, est donc entré dans l'histoire aujourd'hui en ce 26 septembre 1993. Alain Prost, il est né en 1955. Il vient de la filière Elf, naturellement. Il vient également de la filière Renault, on peut l'appeler comme ça. Je rappelle que l'école Renault Elf Winfield, celle par laquelle Alain a débuté dans la course automobile, a exactement 30 ans cette année. Vous voyez que c'est quand même beaux anniversaires, oui. Alors Jean-Louis, ils vont descendre du podium pour écouter peut-être, j'imagine, des hymnes. Pierre Van Vliet, vous êtes avec Frank Williams. Non, il n'y a pas d'hymne. Avec Frank Williams, en effet, évidemment, le grand artisan aussi de la victoire du 4e titre de champion du monde d'Alain Prost. Frank, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour pour Alain et pour vous, bien sûr. Sûrement pour moi personnellement, dans le sens que je suis très fier d'être un parti de l'écurie avec Renault et Elf qui l'ont donné à Alain un 4e titre. C'est
30 ans depuis que quelqu'un a fait plus que 3. Vous avez découvert un nouvel Alain Prost cette saison en travaillant avec lui, Franck. Vous avez insisté vendredi, lorsqu'il a annoncé sa retraite, sur le fait qu'il se comportait en véritable gentleman au sein de votre équipe. Je le connaissais très bien jusqu'au moment qu'il est arrivé il y a 12 mois dans l'écurie. Et donc je répète mes mots, c'est un vrai gentilhomme, c'est un grand monsieur aussi. Hein. Bravo à Williams Renault aussi, qui a permis à Alain Prost, un pilote français, d'être sacré champion du monde avec ce moteur Renault. C'est notre privilège, mais je vous assure. Bravo, merci beaucoup Frank Williams. Beaucoup d'émotions ici évidemment chez Williams Renault avec tous les partenaires de l'équipe et bien sûr notamment Elf. Vous l'avez dit, Jean-Louis Moncey, Alain Prost est un pilote Elf. Il y a 18 ans, il gagnait le volant Elf et aujourd'hui, Philippe Trépand, vous êtes le directeur général de Elf Antard France. Vous êtes particulièrement fier de ce 4e titre mondial d'Alain Prost. Alors nous sommes tout à fait fiers de ce titre d'Alain Prost et fiers finalement d'avoir persévéré pendant 25 ans pour faire la promotion des sports mécaniques. Prost est un exemple de réussite, c'est nous qui l'avons fait sortir, il a grandi avec nous et aujourd'hui c'était une consécration. Bon, on sait qu'il va se retirer, on va tous un peu le regretter, mais il se retire la tête haute. Voilà, formidable en tout cas, formidable couronnement pour ce partenariat, ces 25 ans de partenariat aussi entre Renault et Elf. Triomphe pour Alain Prost, c'est le cocorico aujourd'hui à Estoril, c'est le soulagement un petit peu ici chez Williams Renault car la course a quand même été extrêmement disputée, très mouvementée. Vous l'avez vu, on se retrouve dans un mois avec Alain Prost toujours encore pour les 2 derniers Grands Prix au Japon et en Australie avec vous Jean-Louis Moncey pour ce Grand Prix du Japon à Suzuka. Oui, et ce sera le 24 octobre. Merci d'avoir passé avec nous cette journée historique dans le sport automobile international et le sport automobile français. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à bientôt dans Automoto. Au revoir. Bon.